Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, lecture et analyse du nouveau supplément pour Age of Sigmar, à savoir Broken Realms Morathi. Pour faire cette lecture et analyse, je vais être en compagnie de Pride. Et avant de te laisser parler sur ce que tu attendais et ce que tu as eu justement avec ce supplément, on va quand même préciser que la bonne nouvelle, c'est que celui-ci ne concerne pas que les Daughters of Khaine, puisqu'il va aussi permettre d'enrichir le gameplay au niveau des idounettes, au niveau aussi des Stormcast, de City of Sigmar et un petit peu de Slave to Darkness. Avant aussi de te laisser la parole sur justement un premier regard sur celui-ci, on va préciser que là, on va faire une lecture et analyse vraiment de ce qui va être impacté au sein du gameplay et qu'on fera un live beaucoup plus spécifique le jeudi 12 novembre dans lequel tu vas justement nous préparer des listes et rentrer beaucoup plus profondément dans ce qui va être impacté au niveau de chacune des armées et aussi justement de ses opposants. Je vais donc commencer par te demander qu'est-ce que tu attendais finalement déjà de ce supplément, puisque la plupart des armées qui sont couvertes dedans étaient Battletome V1, mi-V2 et là on est clairement sur une fin de version. Au niveau de la sortie comme ça de suppléments Broken Realms, on se doute qu'il va y en avoir d'autres, donc c'est vrai que ça rappelle un peu le Psychic Awakening qu'on a pu avoir pour 40k. Après, moi je te cache pas que je suis comme un gosse à Noël, hein. On n'est pas très loin effectivement du 24 décembre. Moi je joue 3 armées, je joue Daughters of Khaine, je joue City of Sigmar et je joue Stormcast Eternals, et j'ai les 3 qui sont couverts dans ce bouquin-là. Donc j'ai pas encore eu le temps de lire le fluff, mais je pense que je me ruerai dessus dès que j'aurai le bouquin entre les mains. Mais en termes de règles, j'attendais des éléments pour ces 3 armées que je joue. Pas forcément pour les rendre extrêmement fortes, mais pour avoir de nouvelles manières de jouer. Moi, c'est vraiment ça que j'attends de la part d'un supplément, c'est de m'apporter de nouvelles choses. Et clairement, sans qu'il y ait rien de pété dans ces 3 sous-allégeances-là, dans ces 3 armées-là, on récupère des sous-allégeances, on récupère des artefacts, et on récupère de nouvelles manières de jouer certaines unités qui avaient un peu été mises de côté. Notamment au niveau des Daughters of Khaine, on avait vraiment tendance à jouer toute la partie, on va dire, humaine avec les Furies, ce genre de choses. Et grâce à ce bouquin-là, on va pouvoir beaucoup plus facilement jouer la partie Melusai et Chimerai, les filles à moitié mutées, donc serpents aux chauves-souris. Et ça, c'est quand même vraiment sympa. C'est la première fois depuis à peu près 6 mois que je vais me replonger avec autant d'assiduité dans mes 3 Battletomes, et je vais refaire, je pense, beaucoup de listes dans les temps à venir, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont très sympas. D'accord. Eh bien écoute, en tout cas, moi j'ai commencé à lire le fluff, et alors que j'étais très réticent encore une fois sur ce genre de supplément qui essaye, en vendant du papier, d'étirer une version. Et bien que ça soit positif d'avoir des facts, d'avoir justement des manuels du général qui remettent un coup de peinture sur l'équilibrage au sein justement des différentes armées, je suis en général contre le fait d'avoir 15 bouquins justement à trimballer quand on veut jouer. Mais là, il faut quand même reconnaître que le taf est super bien fait. La très bonne surprise, c'est que ça couvre plusieurs armées. Tu as déjà commencé à parler justement des différentes armées que tu jouais. Et aussi au niveau des visuels et du fluff, le bouquin a une trame qui est très sympathique, puisque ça va justement nous permettre d'accompagner justement Morathi dans une forme d'aventure là-dessus. Et ce qui est assez rigolo, c'est que ça se traduit bien évidemment aussi justement par un changement de gameplay de son datasheet. Et ça, c'est plutôt cool. Comme je viens de le dire, on oscille ensuite entre mini-nouvelles et vraies avancées au sein justement de l'arc de certains personnages. On va voir par exemple un prince Ikelian qui va justement être un prince nommé qu'on va pouvoir jouer, et aussi pas mal de nouveaux visuels. Alors il y a la reprise d'anciens, des représentations soit d'anciens jeux du chaos, mais aussi justement des tout nouveaux. Par contre cette fois-ci, monostyle, très dessin griffonné on va dire, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir notamment sur 40k, où on voit que sur un ouvrage, il couvre beaucoup plus de style artistique. La Pride découvre pour le coup en même temps que la vidéo est en train de tourner cette fameuse trame justement qui est répartie à travers différents actes, mais on le voit, là c'est quand même super stylé, acte, l'ascension d'une déesse, tu te doutes bien qu'on n'est pas en train de parler d'une Ishlan Guard quoi. Non, ça c'est sûr, mais c'est vrai que Morathi avait toujours son complexe d'infériorité du fait qu'elle n'était qu'une demi-déesse. Bon, c'est vrai que dans ce bouquin, on se demandait donc soit à la fin elle allait se rétamer comme elle avait l'habitude de se rétamer assez souvent dans Battle, soit elle allait réussir ses dessins et devenir une déesse. Bon, quand on a vu les premières règles sur son War Scroll, sans spoiler, on sait très bien comment ça finit, et pour une fois ça finit bien pour... Allez, elle est order, donc on va dire qu'elle est gentille, ça reste quand même pas forcément une personne fondamentalement bonne, c'est quand même pas mal au niveau de l'avancée globale du fluff. Voilà. Et ce dessin est super stylé, j'espère qu'elle va bien éclater Volturnos dans le fluff, parce que sur la table, c'est pas gagné. Non, mais c'est vrai qu'on est, pour le coup, on est vraiment gâté. Enfin, regarde ce visuel, il est juste complètement dingue, quoi. Ouais. C'est un mix entre justement des tralls qui se mettent sur la gueule avec des Medusae. C'est juste complètement fou comme visuel. Et d'ailleurs, c'est même intéressant, question qui n'a rien à voir, mais cette semaine est aussi en préco, justement, la nouvelle boîte d'affrontement dans laquelle on retrouve des Daughters of Khaine bien plus articulés, pas autour des Witch, mais justement dans l'opposition de tout ce qui va être figurine serpentine, et aussi de Slanesh. Qu'est-ce que tu penses de cette boîte? La boîte est pas mal, parce qu'historiquement, le fluff, il y avait l'antagonisme entre les Daughters of Khaine et Slanesh. On n'a pas encore les règles de l'Iron Scale Medusae, qui ne sont pas dans ce bouquin-là, donc il faudra avoir la boîte, ou sur War Scroll Builder, plus tard, peut les avoir.
ils ont clairement mis en avant en Daughter of Kain toutes les figurines qui sont mises en avant par ce Broken Rim-là. C'est-à-dire que ce bouquin met énormément l'accent sur toute la partie hybride, en fait, de l'armée Daughter of Kain, qui était quand même très clairement mis de côté avant, qu'on voyait vraiment pas beaucoup. Donc c'est pas mal. Après, l'illustration qu'on vient de voir te met quand même en avant Moratti contre Volturnos, avec Détral contre des Médusas, qui sont quand même les grands gagnants aussi de ce bouquin-là. Parce que on va voir les Idonettes, le bouquin il s'appelle pas Volturnos, mais il aurait pu s'appeler Cadeau pour les Idonettes, parce qu'eux ils ont vraiment beaucoup de bonnes choses là-dedans. Bah, c'est marrant parce qu'au début de cette vidéo, je parlais justement de BT qui était V1, V2 pour une fin de V2. On est typiquement dedans. On a eu à peu près à 80% de la durée de vie de la V1 les Daughter of Kain qui sont sortis. Et pour le coup, en fin de V1, mais ça se voyait par rapport à son écriture avec des mécanismes de V2, les Idonettes qui sont sortis aussi. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. À ces deux armées qui ont des trajectoires assez différentes, c'est-à-dire que les Daughter of Kain ont été très très forts. Et à force de petits nerfs légers mais successifs, et un changement de méta qui les a pas forcément beaucoup arrangés, ont fini par redescendre assez bas récemment. Games a publié un tableau de leurs différents résultats de tournoi. Les Daughter of Kain, ça m'a fait mal à mon petit cœur, étaient quand même vraiment très au fond. Idonet a eu une trajectoire différente, c'est-à-dire qu'ils ont commencé assez bas, et au fil de petits ups, encore une fois assez légers, ils ont fini par arriver assez haut. Là, ce bouquin est clairement un énorme up pour eux, avec pas moins de 4 War Scrolls qui ont été refaits, et sans trop spoiler, ils ont été refaits nettement en bien. Assez parlé de fluff, on va découvrir ensemble justement les différentes nouveautés. La première partie, ça va être les royaumes brisés, les règles de campagne avec à l'intérieur de celle-ci 3 justement nouveaux royaumes de bataille qui sont liés au fluff. Je vais très rapidement passer dessus pour que ceux qui ont envie de jouer un petit peu fluff ou en tout cas même en match play à voir si c'est adopté, mais il y a quand même peu de chance, justement puissent soit les tester, soit tout simplement un petit peu kiffer avant la sortie en boutique de ce livre. On va ensuite avoir justement tout ce qui va être partie campagne avec les scénarios ainsi de suite, mais je vous propose tout de suite de passer à ce qui va réellement être important, à savoir justement la mise à jour des Battle Tomes. T'en as parlé tout à l'heure. Ce qui est génial, c'est que justement, on va penser au Daughter of Kain, au City of Sigmar, au Stormcast Eternal, aux Inodedikin, et la bonne surprise, c'est au Slave to Darkness. On va commencer tout de suite, bien évidemment, par les Daughter of Kain avec un nouveau temple, celui de Zaitar Kai, qui va proposer différentes aptitudes. La première, ça va être l'essence de Kain, avec ajouter 1 à la caractéristique de bravoure des unités Melusai Zarankai et Kinerai Harpi Sarantai Kai. Qu'est-ce que t'en penses? Alors en soi, quand on le voit, c'est quand même pas la meilleure des sous-allégeances possibles, sachant qu'on se rappelle quand même que t'as par exemple Kyle Lebron qui te donne -1 pour être touché, dans un méta tir c'est quand même sympa, -1 pour être touché au tir. Hein. Que t'as évidemment le fameux Agnar avec le Fino Pain à 5, et que t'as par exemple Dashiganet qui va te donner +1 pour toucher quand tu charges. Donc clairement ce bonus c'est le moins bon de tous, et on voit quand même où Games veulent en venir, parce que ça ne concerne encore une fois que les Melusai et les Kinerai. Voilà. Maintenant déjà c'est pas le seul bonus de la sous-allégeance, le reste est quand même plus sympa. L'intérêt principal de ça, c'est qu'effectivement, les Melusai ont de base une braverie de 8. Là, elles vont passer à braverie 9. À côté d'un chaudron, elles vont passer à braverie 10. Donc, le hasard mental passera quasiment systématiquement. Et les unités de Blood Sister Melusai, c'est quand même les grandes gagnantes de ce bouquin-là. Donc, ça va quand même être un bonus assez sympathique en combinaison avec le hasard mental. D'accord. La deuxième aptitude, ça va être la crypte des aînés. Vous pouvez choisir un héros supplémentaire de votre armée pour avoir un artefact de pouvoir. Cet artefact de pouvoir doit venir du tableau de dons de Moratti du Battle Tome Daughter of Kain. Alors ça, c'est clairement sympa, parce qu'on a souvent 2 ou 3 bons artefacts qu'on a envie de prendre. Et en plus, on va récupérer de bons bataillons dans ce bouquin-là. Donc ça, c'est vrai que c'est très bien aussi. Donc on va facilement pouvoir monter à l'artefact de base, un bataillon, donc un deuxième artefact, et un troisième artefact grâce à cette règle-là. Donc ça, combiné à la règle précédente, ça fait au final des règles globales de sous-allégeance qui sont assez sympathiques. Au niveau des aptitudes de commandement, on va avoir le pouvoir du sang. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement une fois par phase. Quand vous choisissez une unité Melusai ou Kinerai pour combattre et que cette unité est entièrement à 12 pouces ou moins d'un héros, dans ce cas, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de cette unité jusqu'à la fin de la phase. Alors ça, c'est Rasoir très mental fort. buffé, plus ça commence à causer quand même. Ouais, ça c'est très fort. Les Blood Sisters, c'est quand même 3 attaques en 3+, 3+, bon, sachant on sait qu'en Daughter of Kain, on a énormément de fiabilisateurs à la touche et à la blesse. Reine -1, dégâts 1. Donc en fait, on va passer à 4 attaques. Reine -2, dégâts 2, si on arrive à placer le rasoir mental. Sachant qu'en plus, elles ont une caresse de cristal qui permet de mettre une blessure mortelle sur 4+, donc là, elles vont pouvoir tenter de le faire 2 fois. La difficulté, c'est que des grosses unités, parce qu'on va avoir envie de jouer des grosses unités, vont peut-être avoir du mal à être wholly within 12 pouces d'un héros. Donc il faudra qu'on fasse attention à pas se placer n'importe comment. Maintenant, il a été leak aussi sur Warhammer Community que l'Iron Scale, qui est leur personnage en fait qui va être dans la boîte Shadow and Pain, a aussi une règle qui permet de rajouter plus d'une attaque au Melusai.
Donc déjà, rien que là, avec la combinaison de ces deux règles-là, qui sont pas évidemment faciles à mettre en place, qui vont être très consommatrices en points de commandement, on sait qu'on va quand même pouvoir monter à 4 ou 5 attaques sur les Mélusailles, ce qui fait qu'en termes de dégâts, elles vont vraiment taper très très fort. Ce qui est assez rigolo, en fait, c'est que, en fait, il était connu que les Daughter of Kain étaient une des armées les plus fortes en termes de saturation de corps à corps. C'est pour ça qu'elles aimaient pas les grosses armures, même si avec rasoir mental et ainsi de suite. Et c'est rigolo parce que c'est comme si le monde d'Age of Sigmar avait gagné en tankiness et que c'était justement leur réponse à ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est vrai qu'en fait, c'était vraiment la partie qui avait été mise de côté. T'avais la saturation avec les Sisters et les Witch, et c'était les Mélusailles, c'est des unités un peu plus d'élite en fait, qui ont un peu plus de punch, qui ont l'avantage d'avoir 2 pouces de rend, donc sur des socles de 40, c'est quand même très sympathique. Il leur manquait peut-être cette petite attaque en plus. J'espérais très franchement l'avoir sur le personnage. On savait au design du personnage qu'il allait buffer les Mélusailles. Je suis content de l'avoir aussi sur l'allégeance, parce que comme ça, on a quand même vraiment deux moyens de les triquer. Quand on commence à monter à 4 attaques par tête de pipe, elle commence vraiment à faire fort. En termes de puissance, ça apporte le dégât à des unités qui ne l'avaient pas forcément avant. Ça règle pas les soucis de tanking, mais par contre, ça nous permet de jouer ces unités qui étaient compliquées à jouer avant. Yes, la dernière aptitude, ça va être un nouveau trait de commandement, puisque la malédiction de la main sanglante, à la fin de la phase de combat, jetez un dé pour chaque unité ennemie à 3 pouces ou moins de ce général sur 5+, l'unité concernée subit des 3 blessures mortelles. Je précise qu'un général Zaranta Sky doit avoir ce trait, donc c'est bien une taxe cher payée. Bon bah ça c'est nul ma brave dame, mais on fera avec. On avait peu l'habitude avant en Daughter of Kain d'avoir des traits de commandement, des artefacts qui étaient imposés, parce que comme c'était un des premiers Battletomes à avoir des sous-allégeances, on était quand même assez libre sur ce genre de choses. Bon là on a une taxe qui est assez mauvaise. Est-ce que cette sous-allégeance-là remplacera Agnar ou remplacera Caelebron? Je sais pas. Mais en tout cas, elle a le mérite d'être là et de nous permettre un vrai gros up sur les Mélusailles et sur les Kinnari, parce que mine de rien, les Kinnari de corps à corps, quand elles débarquent, elles passent à attaque 2 après leur FEP. Donc, elles ont qu'une attaque, c'est ça le problème. Bah, tu vois, Dégâts de 2. pour aller un petit peu dans ce que tu dis, je pense qu'il y a plein de joueurs pas forcément compétitifs qui, quand ils ont vu et qui sont tombés sous le charme de cette armée, partaient pas dans l'optique de jouer des Witch. Or, c'est ce qui marche. Et c'est vrai que là, au moins, au moins, ils vont pouvoir se dire, je vais pouvoir avoir un autre style de jeu qui correspond plus à ce vers quoi j'avais envie d'aller quand j'ai commencé cette armée. Donc, ne serait-ce que ça, c'est très positif. Bah, tu vois, typiquement, moi j'ai 120 châssis Witch, donc 60 Sisters, 60 Fury, et j'ai 5 Mélusailles, et je les avais peints pour un rapport de bataille sur la chaîne. Voilà, et elles ont été nulles, et je les avais jamais ressorties depuis. C'est-à-dire j'ai dû faire 450 games en doc, et j'avais joué les Mélusailles une fois. Là, je pense que je vais repartir en test avec, je pense, des gros packs, des unités de MSU. Il y a beaucoup de choses à faire, je pense, avec ces unités-là, et c'est vraiment appréciable, en fait, sur un supplément. Ça les rend pas du tout craqués, mais ça les rend jouables. Et franchement, c'est ça qu'on attend. Petite doléance pour les malheureuses Blue Stalkers, qui sont leur équivalent de tir, qui elles restent par contre très mauvaises. Yes, on va ensuite découvrir ensemble justement les 3 nouveaux bataillons qu'on va avoir. On commence par la garde Vépérine qui elle vaut 140 points, qui t'oblige à jouer Moratti, Kain, ainsi que la Shadow Queen, qui est la même personne. Hein. Oui, c'est ça. Deux packs de Bloodbrack Medusae ou Medusae Iron Scale selon n'importe quelle combinaison et 2 à 3 unités de Blue Sister ou de Bloodstalker en débloquant l'aptitude tueuse révérée qui est une fois par bataille, un héros de ce bataillon peut utiliser une aptitude de commandement sans dépenser de petits PC. Bon, c'est un beau bataillon. Et ça fait quand même plaisir parce qu'on avait que le Temple Nest en Daughter of Kain pour pouvoir rejouer les Melusailles dans un bataillon où elles étaient bien. Donc là, on a quand même un bataillon où on peut pratiquement mettre toute l'armée en une seule pause si on fait fi de tout ce qui est petite High Queen ou ce genre de choses. On peut quand même mettre les deux persos buffer, Moratti qui me paraît vraiment indispensable et en termes de fluff et en termes de jeu, et nos 3 lignes, en se rappelant très bien que si on a une Bloodbrack Medusa en général, les Melusa et Blood Sister deviennent des lignes. Donc on peut se faire une armée vraiment à thème serpent en une seule pause. Donc pour 140 points, c'est pas si cher payé que ça va nous donner un artefact. Et en plus, l'aptitude est quand même relativement sympathique. Utiliser une aptitude de commandement qu'on utilisera sur Moratti Kain, c'est-à-dire la petite version, j'allais dire non transformée, mais non, ça c'était avant. La petite version encore jolie, c'est assez sympa parce que c'est une aptitude de co est très forte. Yes, on va poursuivre ensuite justement au deuxième bataillon qui lui aussi vaut 140 points, qui est le Moir Sabbat, qui va vous obliger à jouer une unité de Bloodbrax Melusae ou un Melusae Iron Scale, 1 à 4 unités de Blue Sister, 1 à 2 unités de Blood Sculptor et de 0 à 2 unités de Kinerai Harpy qui va débloquer le fait tout simplement d'être immunisé braverie dans ce bataillon. Bah, celui-là aussi, je l'aime beaucoup parce que quand on compare à celui d'avant, il nous permet aussi pratiquement de mettre toute l'armée en une seule pause, à l'exception de Moratti si on décide de la prendre à côté. L'aptitude de co me paraît être encore meilleure, enfin l'aptitude du bataillon me paraît être encore meilleure, même si on a une bonne braverie de 8 ou de 9, donc si on joue en Zentarkai. Si on commence à jouer des gros packs de Melusae,
qui sont quand même des figurines qui valent cher en termes de points, on n'aura pas envie de les perdre à la braderie. Donc le bonus est quand même vraiment sympa. Les unités de Kinerai, on peut prendre soit les Life Takers, soit les Earthrunder grâce à ce bataillon-là, donc ça aussi c'est bien de pas être obligé de prendre une des deux sous-unités entre guillemets, et on peut quand même rentrer vraiment beaucoup de choses. Le seul défaut de ce bataillon, c'est la taxe des Bloodstalkers, qui reste malheureusement trop faible, parce qu'aucune des aptitudes qui boostent les attaques ne booste leurs attaques de tir. C'est systématiquement du corps à corps. C'est un petit peu dommage, parce que cette unité restera pas très jouable, mais à côté de ça, le bataillon est quand même vraiment très très bien. Et on termine avec le dernier bataillon, à savoir la sororité du temple, qui elle vaut un petit peu moins cher, puisque les deux premiers étaient à 140, celui-là va être à 120, il va vous obliger à jouer 2 Bloodwrack Shrine, 2 unités de Blood Sister ou de Bloodstalker, et 2 unités de Kinerai Harpy. Et à votre phase de héros, vous pouvez choisir n'importe quel nombre d'unités de ce bataillon à 6 pouces ou moins d'un Bloodwrack Shrine du même bataillon. Une figurine de chaque unité choisie est tuée. Vous pouvez guérir une blessure allouée au Bloodwrack Shrine pour chaque figurine du Kinerai tuée. Et vous pourrez aussi choisir de rendre 2 PV si c'est une Milusai qui a été tuée. Bah, celui-là, c'est une énorme merde. Hein. On va pas se mentir. Hein. J'aime pas être aussi catégorique, mais là, celui-là, il est vraiment très dur. Il nous a fait un gros ascenseur émotionnel, celui-là. Même pas, parce qu'en fait, il t'oblige à prendre 2 Bloodwrack Shrine, qui sont donc les méduses montées sur des chaudrons. C'est donc une taxe qui est énorme. Donc, le bataillon vaut extrêmement cher, rien que par sa composition, pour une règle qui est nulle, parce que tu n'as pas envie de sacrifier tes Mélusai pour healer tes Bloodwrack, qui ont même pas un tableau aussi dégressif que ça. Et en fait, celui-là, ça a été celui qui a été leak sur Warhammer Community. Quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, si c'est ça, le bouquin qui s'appelle Morati. Il nous prépare une pépite, mon pote. Il nous apporte ça, je me suis dit, je vais me pendre, tu vois. Et au final, non. Ils ont leaké le très mauvais, et ils ont gardé les deux corrects pour quand tu auras acheté le bouquin, quoi. On a fait le tour, justement, de nouveau temple et des 3 nouveaux bataillons. À la limite, je vais vous dire, on s'en fout. Le plus important, c'est de voir justement les nouveautés sur l'ADS, à savoir Morati, Kane et la Shadow Queen, puisque maintenant, c'est 2 figurines différentes qui ont un total de points combinés à 600 points et vous avez l'obligation, bien évidemment, de prendre les deux en même temps. Mais ça fait plutôt 2 figurines sur table au lieu d'une qui va se transformer. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement les aptitudes? On va commencer par l'humanoïde et aussi justement de ce gros changement qui est quand même assez cool. Beaucoup de choses, du bon et du moins bon. Globalement, okay, elle est on passe ensuite au... Globalement, elle est très cohérente pour son coût en points. Quand ça avait été leaké qu'on pouvait les jouer les deux en même temps, je m'étais dit, il faut pas qu'elle vaille plus de 600 points, elle en vaut 600, c'est parfait. La petite doléance que je pourrais avoir, c'est qu'en fait, ils annoncent au début du bouquin que ce War Scroll remplace l'ancien. En fait, tu peux, je pense, plus jouer l'ancienne version de Morati. En match play, c'est sûr. Un peu dommage. Ouais, en match play, c'est quand même sûr. Et ça, c'est quand même assez dommage. Certes, ça suit l'évolution du fluff, mais ça te prive en fait de certaines choses. De quoi ça te prive? En fait, pour 120 points de plus, elle est très très bien. La grosse doléance, c'est qu'en fait, tu perds le tricks de move. C'est-à-dire la capacité de transformer la petite Morati en grosse Morati qui lui permettait de la projeter énormément et donc de faire des charges T1 ou ce genre de choses. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je vais juste expliquer le move. Il faut imaginer en gros que Morati était par exemple représenté par le socle gris ici. Ce que vous faisiez, c'est que vous l'encercliez justement de figurines, vous annonciez en fait qu'elle allait se transformer et comme en fait son socle ne rentrait plus puisqu'elle était remplacée par un gros socle, automatiquement le socle devait être placé devant. Et quand vous la mettiez en fait par rapport à votre zone de déploiement, ça vous permettait en fait de la placer entièrement en dehors de sa zone de déploiement et donc d'avoir une projection de 4 pouces supplémentaires quasiment. Voilà, ce qui permettait de faire des charges T1 avec un personnage qui est extrêmement tanky, qui était une grosse base en fait de la stratégie d'agression de Tower of Kane et qui n'existe plus. Voilà, ça c'est fini pour les doléances, il y en a plus. Tout le reste c'est des buffs. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, comment ça fonctionne en fait, la grosse et la petite, donc vous les avez toutes les deux simultanément sur la table. Quand la petite prend des dégâts, elle les répercute sur la grosse. La grosse ne peut toujours perdre que 3 points de vie par tour, ce qui est extrêmement fort. Ça a même été amélioré 2 fois, c'est-à-dire qu'elle ne peut même plus prendre de dégâts hors phase par les Endless Spells, c'est-à-dire que si elle prend des dégâts en début de tour par les Endless Spells, ça compte pour ces dégâts qu'elle a pris dans le round, donc ça c'est un up énorme. Parce qu'avant, elle avait quand même une grosse sensibilité au Endless Spell qu'il a tapé entre les phases, parce que ça ne comptait pas dans la limite de 3 par tour. Maintenant, ça compte. Et en plus de ça, elle peut plus être slain. Donc, terminer la tueuse des rois, terminer la main de poussière. Donc, elle a encore gagné en tanking, ce qui est assez bien. À savoir que quand la grande va mourir, la petite va mourir avec. Mais grosso modo, ça vous permet de garder la petite, donc en sorcière et en général, et la grosse en monstre qui va tout péter. Après, il y a eu 2-3 petits nerf forcément sur les profils respectifs, sinon ça aurait été trop fort. C'est-à-dire l'aptitude de commandement de Morati non morphée, donc Morati Kane, qui permet de taper ou de tirer avec une unité. Avant, vous pouviez le faire sur 2 unités. Maintenant, vous ne pouvez le faire plus que sur une seule. Quelque part, c'est normal, ça aurait été trop fort. Voilà.
Sachant que maintenant, la petite Morathi peut faire taper la grosse Morathi. Donc ça, c'est quand même assez cool à mettre en place, et c'est très fort. Elle a perdu un léger nerf aussi sur sa magie, c'est-à-dire qu'avant, elle doublait la portée de tous ses sorts. Maintenant, elle ne le fait plus, mais son sort signature se balance quand même toujours à 36. Voilà. Mais elle doublera plus la portée, par exemple, de son rasoir mental. Globalement, elle est quasiment aussi forte qu'avant, seulement avant, vous la morfiez quasiment tout le temps T1. Maintenant, vous allez la garder sur la table. C'est-à-dire qu'avant, vous jouiez la grosse Morathi à 480 points, et en général, une Mélusaille à côté à 140. Donc ça vous coûtait 620. Maintenant, pour 600 points, vous pouvez enlever la Mélusaille, et vous gardez la petite Morathi Kane, qui a toujours son -1 pour être touchée. Alors avant, elle l'avait parce qu'elle était belle, maintenant elle l'a parce qu'elle fait peur. On a trop vu la différence. Mais voilà, elle a toujours -1 pour être touchée, donc avec la tension Messire, elle a -2. Dans un temple, par exemple, comme Kyle Brown, elle va avoir -3 pour être touchée au tir. Donc autant vous dire que votre adversaire la tuera pas. Ça reste un bon sorcier et un bon buffer. Voilà. Et la grosse, pratiquement aucun changement, si ce n'est qu'elle a gagné 2 attaques sur Écorchoqueur, qui est son arme Reine -2 dégâts 3. Avant, elle avait 6 attaques, maintenant elle en a 8. Donc autant vous dire qu'elle va faire des trous colossales. Faut voir qu'avec un rasoir mental, c'est 8 attaques, 3+, Reine -3 dégâts 4. Donc ça rigole 0. Il y a juste son tir qui a changé, c'est-à-dire qu'avant, elle avait la possibilité à 6 pouces. Vous jetiez un dé sur 2+, ça passait. Ensuite, vous rejetiez un dé. Si vous faisiez plus que la figurine, le nombre de points de vie de la figurine, celle-ci était tuée. Ça permettait de tuer des sergents, théoriquement. Ça De casser des cohésions d'unités, de voilà, casser des sorciers, par exemple, dans certaines unités maintenant. Là, maintenant, c'est terminé. Elle a juste un tir qui va plus loin, qui fait théoriquement plus mal, mais c'est le fameux tir à 2+, que vous faites toujours 1 à chaque fois. Donc ça, c'est un tout petit nerf là-dessus. Mais globalement, sur Morathi, il y a quand même beaucoup de bonnes choses. Je pense que la présence et du personnage sorcier buffer et de la grosse en électron libre qui peut vraiment aller taper partout est quand même vraiment balèze. Bon, la grosse finira par mourir, ce qui entraînera la mort de la petite aussi, ce qui est normal. Franchement, pour 120 points de plus, le War Scroll est très très cohérent. Vraiment, la seule doléance, c'est de ne pas avoir la possibilité de jouer celle d'avant. C'est-à-dire qu'ils auraient très bien pu nous dire, comme ce sera le cas par exemple plus tard dans Envil Guard, on verra fluffiquement Envil Guard a connu visiblement un sort funeste, mais ils nous disent qu'on peut toujours continuer à jouer cette allégeance-là. Ils auraient pu très bien nous dire, voilà le nouveau War Scroll de la doublette de Morathi, la diade dans la force de Morathi. Vous avez elle, vous pouvez la jouer, ou vous pouvez jouer l'ancienne. Visiblement, c'est Gandalf le blanc, Gandalf le gris, au même titre que la Morathi en tant que justement non déesse et déesse. Et voilà, donc c'est vraiment un mode de fonctionnement qui est assez unique dans le sens où vous pouvez soit taper la petite, soit taper la grosse. Dans tous les cas, c'est la grosse qui va prendre les coups. Il vaudra mieux taper la grosse que taper la petite parce qu'elle a quand même son -1 ou son -2 pour être touchée. Ça reste un personnage qui est extrêmement tanky, qui va compter comme 2 personnages. Donc sur le scénario des héros, elle est même encore meilleure qu'avant. Non, franchement, c'est très très cohérent et c'est vraiment bien. Voilà, petit défaut, on ne pourra plus jouer l'ancienne. On a fait le tour, en tout cas, de tout le contenu propre au Daughter of Kain. Tu as bien justement expliqué la différence entre l'ancienne et la nouvelle Morathi. C'est quand même que du positif, puisque ça ouvre une nouvelle porte de gameplay, justement, à tous ceux qui préféraient la branche serpentine du Battle Tom. Et là, même si, en effet, je suis d'accord avec toi, c'est un petit peu dommage, on va dire, de priver d'un tricks de move. C'était un tricks, je pense pas que c'était voulu à la base, et que là, au moins, c'est dans un cadre avec pas mal de garde-fous et un nouveau style de gameplay complètement unique pour justement ceux qui ont cette armée et qui ont envie de jouer Morathi. Parce qu'en général, quand tu commences Daughter of Kain, c'est d'ailleurs assez souvent à cause d'elle. Ouais, tout à fait, ouais. On passe ensuite justement à la partie City of Sigmar. Déjà, on a la super surprise de découvrir qu'on va avoir 2 nouvelles cités complètement jouables avec Mistravarn et Anne Curon. On va, avant justement de découvrir leurs règles, voir aussi un nouveau bataillon avec l'Ost de l'ombre de Cress qui lui vaut quand même 160 points. Il va obliger à jouer justement une sorcière sur Black Dragon, sous-entendu une sorcière elfe noire. Bon, c'est très bien que ça soit sur Black Dragon, mais j'aurais aimé pouvoir ressortir, tu sais, la petite sorcière elfe noire qui faisait un soleil violet et qui défonçait des packs énormes à l'époque. Ça aurait été assez stylé. On va aussi avoir l'obligation d'avoir une unité de Dread Spears et une unité de Dark Shard. Et on va débloquer comme aptitude subjuguer, puisque à votre phase de héros, si la sorceresse de ce bataillon est sur le champ de bataille, vous pouvez déclarer qu'elle force les séides à attaquer sauvagement. Dans ce cas, jusqu'à votre prochaine phase de héros, ajoutez les caractéristiques d'attaque des armes des unités de Dread Spear ou de Dark Shard de ce bataillon, mais soustrait un objet de sauvegarde contre les attaques qui ciblent cette unité, et en taxe le fait de devoir prendre le trait de commandement les chuchoteurs, puisque au début de la première phase de héros du premier round de bataille, vous recevez un point de commandement supplémentaire. Alors ça, c'est pas extraordinaire. On va voir en fait cette sorcière Drushi, clairement c'est des elfes noirs, est la première d'une série de personnages dans le bouquin qui sont considérés comme des personnages nommés uniques, même s'ils n'ont aucune règle particulière, ce qui veut dire qu'on ne peut pas leur mettre d'artefacts théoriquement. Donc c'est une petite taxe, après récupérer un point de commandement, c'est quand même toujours sympathique. Après, comme tu as dit, le bataillon vaut cher, et personnellement je le trouve très fort. Déjà parce que sa composition est quand même assez bonne, l'unité de Dark Shard étant là pour se prendre des coups de dague sacrificiels pour augmenter la valeur de lancement des sorts de la sorcière.
qu'on aurait quand même préféré prendre à pied plutôt que sur son dragon, mais bon, fallait qu'elle soit stylée, donc elle est sur son dragon. Par contre, les Dark Shards, c'est quand même une des meilleures unités de tir et de saturation du Battletome City of Sigmar. C'est quand même des mecs qui peuvent se jouer par 40 et qui faisaient 2 tirs chacun. Donc maintenant, ils vont pouvoir se jouer par 40 et faire 3 tirs chacun. Donc une unité de Dark Shard qui peut, je rappelle, avec la sorcière, courir et charger, qui a quand même donc une portée qui est très très correcte, qui touche à 3, qui blesse à 4, va pouvoir faire 120 tirs. C'est quand même assez énorme. Et on va voir derrière que la cité qui s'appelle Arcuronde, et qui est clairement une cité pour permettre à tous les nostalgiques des elfes noirs de rejouer l'intégralité de la gamme elfes noirs, parce qu'ils peuvent même s'allier avec les Daughters of Cain, ils ont toujours le fameux jet de vitriol qui permet de faire sauter la sauvegarde. Donc très honnêtement, je pense que ce bataillon est vraiment pas mauvais, parce que 120 tirs en 3+, relance-nez, un 4+, qui ignore la save, ça tue à peu près n'importe quoi dans le jeu aujourd'hui. Donc c'est quand même vraiment bon. Vraiment pas mauvais, c'est-à-dire très très bon même. Ouais, je pense que ça c'est très correct. Après, ça a un coût en point tout ça. Et le fait que la sorcière soit sur son dragon, ça t'oblige à payer son dragon dont t'as pas forcément envie, le bataillon est cher, etc. Mais ça met en place des synergies qui sont quand même vraiment sympathiques. Et c'est magnifique sur table, hein, pour le coup. Et c'est très beau sur table. On va donc ensemble découvrir justement les 12 nouvelles cités. On commence par le trait de bataille de Mr. Bran, avec la cité des coupes jarrets, avec comme première règle les ports de l'ombre, puisque votre armée doit provenir de Ulgu. Ce qui est assez intéressant, puisque pour le coup, c'est la première fois d'un point de vue fluff qu'on sort soit de Akshi, soit de Guéran. Tout à fait. C'est bon, hein. Ensuite, on va voir comme première aptitude tactique ressort, puisque au lieu de placer une unité de Miss Van, Order Serpentis ou Shadowblade ou Scourge Privateer de jusqu'à 10 figurines sur le champ de bataille, vous pouvez la mettre de côté et déclarer qu'elle sert de force d'attaque de flanc en tant qu'unité de réserve. Vous pouvez placer une unité dans une force d'attaque de flanc pour chaque unité de Darkling Coven, Free Guild ou Duardin déjà placé sur le champ de bataille. Et ceci pourront être placés à la fin d'une phase de mouvement de votre tour, bien évidemment, à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Et s'ils n'ont pas été placés dans les 3 premiers rounds de bataille, au début du tour 4, elles seront considérées comme étant détruites. Alors c'est assez particulier dans le sens où ça permet aux unités de City of Sigmar de se prendre littéralement pour des Stormcast. On va voir que c'est un thème assez récurrent qui va revenir un peu plus tard quand on intégrera la partie Stormcast, mais ça vous permet de mettre, quand votre liste d'armée est bien construite autour de ces restrictions de mots-clés, ça vous permet de mettre la moitié de votre armée en FEP pour la faire arriver donc avant le tour 4 à 9 pouces de l'adversaire. Alors par exemple sur des Scourge Privateers, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fort. Encore une fois, on se rappelle qu'il y a quand même des Scourge Runner Chariot qui ont pris un up en points, mais qui sont quand même toujours très corrects. Par contre, sur des Dragspawn Knight, qui sont Order Serpentis, ça commence à quand même pas rigoler. Après, il y a un petit truc qui me paraît étrange dans cette aptitude, c'est qu'elle s'appelle attaque de flanc, et qu'on arrive à 9 pouces de l'adversaire où on veut sur le champ de bataille. Moi, je m'attendais à un 6 pouces des bords. Donc, est-ce que c'est un oubli de traduction ou ce genre de choses? Je ne sais pas. En tout cas, en l'état, ça permet quand même de faire arriver des unités de 10 chevaliers qui chargent très fort, à 9 pouces de l'adversaire. Alors, ils ont quand même plus 1 pour charger de base, et on verra que l'aptitude de Co qui va juste derrière le permet quand même de bouger d'un des 6 après ce mouvement d'arrivée. Après. Donc, grosso modo, ils vont arriver à, on va dire, entre 3 et 4 pouces de l'adversaire pour charger à plus 1 derrière. C'est quand même très fiable. Donc, c'est quand même vraiment simple. Est-ce qu'on peut se dire qu'avec ce genre de règle de salut, j'arrive à 3 pouces de toi, le jeu commence à partir en couille? Alors, je pense pas, dans le sens où ils ont quand même pris des grosses précautions sur les mots-clés. Tu peux pas faire arriver n'importe quoi. Déjà, tu peux pas faire arriver des unités de plus de 10 figurines, et tu peux faire quand même arriver des unités qui n'ont pas les meilleurs mots-clés de City of Sigmar. C'est-à-dire que Order Serpentis et Scourge Privateers, ou Shadowblade, c'est-à-dire concrètement l'assassin, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus fort. Maintenant, ça rend ces unités qui étaient quasiment jamais jouées extrêmement viables. Parce qu'elles vont pouvoir arriver et foncer directement corps à corps. Je trouve que c'est un effort de fait pour rendre des trucs pas jouables, sans les rendre craqués. Moi, j'aime plutôt bien. Autre bonus lié à cette cité, ça va être le narcotype de Miss Van, puisqu'on va pouvoir choisir un héros, et celui-ci va avoir un artefact gratuit supplémentaire, et on aura aussi le droit à chacun des bataillons qu'on possède d'avoir un artefact en plus. Ensuite, on va avoir l'aptitude de commandement, frappe de l'ombre, c'est celui dont tu as parlé tout à l'heure. Le premier, c'est Seigneur de l'ombre. Une fois par round de bataille, ce général peut utiliser une aptitude de commandement, frappe de l'ombre, sans dépenser de points de co. Bah, c'est restrictif, parce que ça ne marche que sur celle du dessus. Après, c'est quand même celle qu'on a envie de servir le plus souvent. Tout ce qui permet de gagner des points de commandement dans le jeu est quand même relativement bien, surtout que maintenant on peut plus ne s'en payer qu'un seul à la base. Pourquoi pas? Yes, ensuite, adversaire rusé, jetez un dé à chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle à ce général. Sur 6, elle est annulée. Ouais, il faudrait vraiment jouer un gros général sur un dragon par exemple, et si on joue un général sur dragon, on jouera la sorcière qu'on a vue avant, qui a déjà son trait de co, qui pourra pas prendre celui-là. Donc c'est assez anecdotique. Yes. On va ensuite avoir le sorcier de l'ombre. Ce général connaît les sorts très magiques, bouclier mystique, et peut tenter de lancer un sort à votre phase de héros à la manière d'un sorcier. Si ce général est déjà un sorcier, alors il pourra lancer un sort de plus.
Ça peut être pas mal sur une sorcière elfe noire, encore une fois. Il n'y a pas de domaine de sort spécifique à cette cité, ce qui est un peu dommage. Surtout qu'on va voir que celle d'après en a 6. Donc il y a une cité qui est un peu meilleure que l'autre, hein, sans faire de spoiler. Donc celui-là, pourquoi pas. Je pense que j'irai quand même relativement souvent chercher le premier. On enchaîne ensuite avec les narcotypes de Mitzvan. Donc on se rappelle que si jamais on prête allégeance à cette cité, on aura le droit à 1 plus 1 par autre bataillon. Ça se prend en plus justement des artefacts habituels. Le premier, c'est le Sinistecalum. Je pense que ça se dit comme ça. Puisque quand ce narcotique est utilisé, jusqu'à votre prochaine phase, ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques de l'utilisateur. Correct. Voilà, sans plus. Yes, brume sorcière, puisque quand ce narcotique est utilisé jusqu'à votre prochaine phase de héros, ignorez les modificateurs au jet de sauvegarde contre les attaques qui ciblent cet utilisateur. Ça, c'est vachement plus correct déjà, sachant qu'en sortie, il n'y a plus d'amulettes Bah éthérées ouais, et éthéré. que les effets de ce type-là sont devenus très très rares. Franchement, celui-là, pour un bonus gratuit, il est vraiment bien. Yes. Ensuite, ongle du matelot. Quand ce narcotique est utilisé, vous pouvez guérir jusqu'à 10 blessures allouées à l'utilisateur, mais jusqu'à votre prochaine phase de héros, l'utilisateur ne peut pas courir ni charger. Donc celui-là est moins bien, je trouve. À part à la rigueur sur un petit perso type sorcier caché au fond qui de toute manière ne fera ni courir ni charger, si votre adversaire ne le one-shot pas, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui vu la létalité assez extrême des listes du haut du méta, pourquoi pas, mais je trouve très situationnel. Yes, ensuite on va voir le flotteur. Jusqu'à votre prochaine phase de héros, l'utilisateur peut voler sans effet si l'utilisateur a une monture. Donc tu le prendras pas. Bah en fait tu prendras pas parce que la fin flingue tout. Après, en réfléchissant bien, quel est le personnage qui a une monture non volante que tu aurais eu envie de faire voler, je pense qu'il est juste mauvais dans tous les cas. Yes, ensuite on va avoir poussière de Crothy. Quand ce narcotique est utilisé jusqu'à votre prochaine phase de héros, à chaque fois que l'utilisateur combat, une fois toutes ses attaques résolues, vous pouvez choisir une unité ennemie à 1 pouce ou moins d'elle sur un 4+, elle prendra des 3 blessures mortelles. C'est toujours un tout petit peu de létalité en plus. Encore une fois, on se rappelle que c'est gratuit. Si on préfère taper plutôt que tanker, on ira chercher ça. C'est pas si mauvais. Yes, et le dernier va être encre fuligineuse, puisque quand ce narcotique est utilisé jusqu'à votre prochaine phase de héros, vous pouvez ajouter 1 au jet de lancement, de dissipation et de conjuration pour l'utilisateur. C'est pas mal si on a une sorcière qui malheureusement n'a pas de sort à lancer spécialement Mitzvan, donc c'est un peu triste. Elle lancera que les sorts de son War Scroll. C'est la petite doléance. Sinon, sur le papier, il est pas si mauvais celui-là. Mais très honnêtement, globalement, c'est quand même pas fou les narcotiques. Yes. On va ensuite passer aux différents artefacts. Encore une fois, ça s'ajoute aux narcotiques. La première va être le toxin sinistre. Une fois par bataille, au début de la phase de tir de l'ennemi, vous pouvez dire que le porteur sonne le toxin. Dans ce cas, jusqu'à la fin de la phase, vous serez 1 au jet de touche des attaques qui ciblent toute unité entièrement à 12 pouces ou moins du porteur. Bon, ça c'est mieux, hein, sachant que globalement, les 4 plus grosses armées aujourd'hui, enfin hier, avant la sortie de ce bouquin-là, parce que là je pense que ça va changer, mais c'était quand même 4 armées de tir, bah globalement, t'es quand même content de prendre un truc qui permet de te protéger au moins une fois sur une phase de tir. Le Caradon, par exemple, qui est pas l'armée qui touche le plus facilement, aime pas du tout ce genre de jeu. Yes. Ensuite, on va avoir le Varek étrangleur, puisque une fois par bataille, au début de votre phase de combat, vous pouvez choisir une figurine ennemie à 3 pouces ou moins du porteur et jeter un dé. Si le résultat est 6 ou inférieur à la caractéristique de blessure de la cible, elle ne peut pas attaquer à cette phase de combat. C'est quand même pas mauvais, parce qu'on a beaucoup de grosses brutes de corps à corps aujourd'hui, on a quand même Archaon, on vient de voir, on a Morati, on a les Mokresha, des Iron Joe qui sont quand même très forts. Voilà, pendant une phase, ça permet à coup sûr de les empêcher de taper, c'est vraiment pas mauvais. Je te vois bien sélectionner un gargant. T'as combien de PV 40. Ensuite, on va avoir l'armure de soie d'ombre, ajouter 1 au jet de sauvegarde contre les attaques qui ciblent ce porteur. Bah, c'est quand même vraiment pas mal, encore une fois, si on a envie d'avoir un gros général type Dynaste sur Dragon ou ce genre de choses, qui a déjà une sauvegarde qui est très correcte, le rajouter en sauvegarde, ça peut les amener à des sauvegardes à 2+, ou 3+, sur des gros persos sur monstres, c'est quand même vraiment très sympa. Donc les artefacts sont globalement tous les 3 très corrects, les narcotiques sont beaucoup moins bons, les règles globales de l'armée sont assez sympathiques, avec la FEP et la charge quasi assurée derrière au prix d'un point de co, d'une unité de 10 figurines avec un mot-clé moyen. Voilà, c'est une nouvelle manière de jouer, par exemple l'Ordre Serpentis, qui sera quand même assez content de jouer là. On est très loin de la puissance de ce qui va arriver juste derrière. On enchaîne ensuite avec la vraie bonne cité, c'est la cité de Al-Quran. Je l'ai fait en mode nain alors qu'en fait ça n'a rien à voir avec tout ça. Ah, pas vraiment, non, c'est surtout principalement des elfes. Des elfes noirs, putain. Donc déjà, on va avoir une armée de Harkonnen ne peut pas utiliser de traits de bataille méthode du peuple libre du Battletome City of Sigmar. De plus, une armée de Harkonnen ne peut inclure que des unités ayant le mot-clé Darkling Coven, Order Serpentis, Scourge Privateer ou Shadow Blade. On va déjà avoir l'aptitude Rivage de la mer bouillonnante puisque une armée de Harkonnen doit provenir de Akshi. Et ensuite, Temple de Kaim, unité sur 4 de votre armée Harkonnen peut être une unité des Daughter of Cain. Elle gagne les mots-clés City of Sigmar et Harkonnen. De plus,
Chacune de vos phases de héros, vous pouvez choisir un prêtre Daughter of Cain ami pour réciter la prière incantation du meurtre issue ci-dessous, en plus des autres prières que le prêtre connaîtra. Cette petite prière, si elle est réussie, on va pouvoir choisir une unité Al-Quran ami à 12 pouces ou moins du prêtre jusqu'au début de votre prochaine phase de héros. Si le jet de touche non modifié d'une attaque est 6, alors cette attaque creusera 2 touches au lieu d'une. Effectue un jet de blessure et de sauvegarde pour chacune des touches. Beaucoup de choses à dire et elles sont toutes très bonnes. Alors grosso modo, ce que dit l'aptitude globale, c'est que vous n'avez pas le droit au très classique des cités of Sigmar, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit à votre adjudant, vous n'avez pas le droit à votre quart d'honneur. Ensuite, ça vous dit que vous ne pouvez jouer que des elfes noirs, que vous venez d'Akshis, à la rigueur c'est assez anecdotique. Après, ça vous dit que vous pouvez jouer une unité sur 4 en Daughter of Cain, ça c'est vraiment très fort. Et ensuite, ça vous donne une prière qui est globalement bénédiction de Cain, c'est-à-dire que vous faites des 6 explosifs. À noter que la prière vous dit qu'il faut la passer et qu'on ne sait pas comment on la passe. Donc c'est quand même, je pense, un oubli. Logiquement, toutes les prières d'Author of Cain passent sur du 3+, ça devrait aussi être sur du 3+. Donc mettons que sur du 3+, vous donnez 6 explosifs sur n'importe quelle unité de votre armée, c'est hyper fort. C'est vraiment hyper fort. Comme tu viens de le dire, en fait, c'est surtout déjà, ça va permettre aux personnes qui ont une armée ou qui ont investi dans une armée, justement, d'elfes noirs, de pouvoir jouer et de combiner avec du Daughter of Cain, c'est fort. Parce que là, on parle justement d'armées un petit peu débiles à base de 120 tirs. Faut se rappeler quand même que les Sista et le Palina 6, t'as les fameuses stratégies à base de fourchettes avec un Palina 6 où en gros tu mets tes archers devant et t'espaces tes figurines justement de 1 pouce, comme t'es sur socle de 25, et derrière elles vont Palina 6 et elles vont défoncer justement ce qui vient de te charger. C'est quand même assez fort. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas mettre 120 tirs avec les arbalétriers elfes noirs, et quand le mec va te charger, il va se prendre 90 attaques avec les furies elfes noirs qui seront cachés derrière. Donc franchement, c'est génial. On peut jouer toute l'ancienne gamme elfes noirs de Battle, quasiment sans exception, à part les quelques filles qui ont réellement disparu, y compris toute la partie furie, avec un domaine de sort qui est merveilleux. Franchement, cette cité est vraiment très forte. C'est là-dessus, je disais, je pense que je vais beaucoup faire de listes, parce qu'on peut voir aussi, on peut aussi rentrer Morati ici, par exemple. C'est pas de l'allié, en fait. C'est une unité sur 4. Vous n'êtes pas capé au 25% de la valeur de votre arme, mais vous êtes juste capé au nombre d'unités. Donc on peut très bien se rentrer Morati, on peut très bien se rentrer un pack de Mélusaille. Franchement, c'est très très fort. C'est sûr qu'à 600 points Morati, tu mettras pas un Gargan. Ensuite, en aptitude de co, on va avoir faire un exemple des faibles. Vous pouvez utiliser cette attitude au début de la phase de déroute. Dans ce cas, choisissez une unité Al-Quran ami entièrement à 12 pouces ou moins d'un héros Al-Quran ami. Une figurine unité choisie est tuée. Mais à cette phase, ne faites pas de test de déroute pour les unités amies entièrement à 18 pouces. C'est très fort. C'est une immunité sur quasiment toute votre armée, parce que très honnêtement, la taille de la bulle va être assez immense. Pour sacrifier un lancier ou un arbalétrier, très franchement, on le fera avec un grand plaisir. En plus, c'est elfe noir, c'est fluff. C'est une très très bonne aptitude qui continue les bonnes règles de cette sous-allégeance, et c'est pas terminé. Yes. Ensuite, on va voir justement maintenant les traits de commandement. Le premier, c'est Oin de sang, puisque ajoutez la caractéristique de blessure de ce général. De plus, à votre phase de héros, vous pouvez guérir une blessure à l'ouest général. Bon, ça c'est quand même pas dingue. Je vois pas de gros généraux qu'on pourrait avoir envie de mettre, à part la sorcière elfe noire qu'on a vue dans le bataillon de tout à l'heure, que tu as quand même vraiment envie de rentrer là-dedans, et qui a déjà son trait de commandement taxe, donc c'est pas terrible. Ensuite, on va avoir Zèle meurtrière, puisque un général peut tenter d'utiliser la prière incitation au meurtre de la même manière qu'un prêtre. Si ce général peut déjà tenter une prière, alors il pourra en faire 2 au lieu d'une. Bon, ça c'est très fort. C'est-à-dire que si on prend pas le bataillon qu'on a vu et qu'on n'est pas obligé de mettre le trait de co taxe sur la sorcière, on prendra quasiment systématiquement celui-là. La prière est en Daughter of Cain, la prière est déjà très très forte. Dans cette armée-là, elle est encore meilleure. Le 6 explosif, c'est quand même 16% de létalité en plus. Franchement, c'est très fort. Yes. Le dernier, c'est Sombre Adepte. Ce général connaît le sort très magique et bouclier mystique et peut tenter de manifester un sort à votre phase de héros à la manière d'un sorcier. Et si c'était déjà un sorcier, alors il pourra en faire un de plus. Alors ça aurait été bon parce que le domaine de sort est vraiment excellent. Maintenant, la plupart du temps, on va prendre des sorcières elfes noires qui ont déjà la capacité de lancer des sorts à +2. Je pense qu'on manquera pas de niveau de magie dans la liste et qu'on n'aura pas forcément besoin d'aller chercher ça. Mais en soi, c'est pas mauvais. Ensuite, on découvre ensemble les artefacts de Al-Quran, puisque on va avoir preneuse de vie à votre phase de tir. Vous pouvez choisir une unité ennemie à 36 pouces ou moins visible du porteur, puis jeter un dé de 3 à 5, elle prendra une blessure mortelle, et sur un 6, ça sera 3 blessures mortelles. Bah, c'est pas si mal, parce que mine de rien, la portée de 36, ça fait que sur un perso fond de cours, notamment ta sorcière qui va te lancer tes Umbral Spell Portal, et bah tu peux mettre des petites BM au héros d'en face, au prêtre, au skin qui est caché, ou ce genre de choses, c'est correct. Yes. Ensuite, on va avoir Panière du traître, soustrait 1 au jet de touche pour les attaques d'armes de projectiles qui ciblent toute unité amie entièrement à 12 pouces ou moins du porteur. Bah tu vois, c'est comme celui de tout à l'heure, la cité d'avant, là, qui était moins bien, ça c'est tout le temps. C'est pas une seule phase. Donc ça, c'est super fort.
Yes, ensuite on va avoir le masque de négation, puisque si le porteur est sur le champ de bataille au début de votre phase de héros, jetez un dé sur 5+, vous recevrez un point de commandement. Donc en fait, c'est pas si bien. Sur 4+, il y aurait peut-être eu débat avec celui d'avant. Là, je prendrais systématiquement celui d'avant. Il est quand même vraiment très faible. Ensuite, on découvre le domaine de sort de Harkuron. Le premier, ça va être Force Sapée, qui va avoir une valeur de lancement de 6. Si lancé avec succès, choisissez unité ennemie à 18 pouces ou moins et visible le lanceur, trouverez un au jet de touche pour les attaques de l'unité jusqu'au début de votre prochaine phase de héros. Alors, c'est très correct. Ce qu'il faut voir dans ce domaine de sort, alors peut-être qu'au niveau du fluff, Harkuron, c'est Anvilguard. Parce que j'ai l'impression que il mixe des sorts d'Author of Cain et les très bons sorts d'Anvilguard. Anvilguard, c'était la cité de City of Sigmar qui était peut-être la moins jouée, parce que malgré un excellent domaine de magie, le reste de l'armée et des allégeances autour n'était pas terrible. Là, ils ont repris leur excellent domaine de magie, ils l'ont mis dans une excellente sous-allégeance. C'est pour ça que cette cité me paraît vraiment très prometteuse. Ce sort-là, c'est un debuff qui est très correct. Voilà. Et juste derrière, on a le debuff qui vient d'Author of Cain, qui est très correct aussi, qui lui debuff sur léger pour blessé. Franchement, ça commence à devenir très très correct de combiner les deux. Yes. Ensuite, on va avoir affaiblissement qui lui a une valeur de lancement de 7. S'il est lancé avec succès, choisissez unité ennemie à 18 pouces ou moins et visible du lanceur jusqu'au début de votre prochaine phase de héros. Ajoutez un jet de blessure pour les attaques qui ciblent l'unité. Voilà, vous leur mettez -1 pour toucher, vous mettez +1 pour les blesser. Ça devient vraiment mieux. Ça me fait penser vraiment au Doom Eldar, tu sais, tu relances les blessures, là c'est +1 pour blesser. Il n'y a pas beaucoup de mécanismes qui buffent la blessure, c'est très Non, très fort. non, non, sur des Dark Shards, ça va être insane. Ensuite, on a le jet de vitriol. Et un peu de vitriol. Non. Qui va passer juste sur du... Pardon. Lui, il va avoir une valeur de lancement de 8. S'il lance avec succès, choisissez une unité ennemie à 6 pouces ou moins et visible lanceur jusqu'au début de votre prochaine phase de héros. L'unité a une caractéristique de sauvegarde dans ton cul. T'as vu? C'est écrit Bon. DTC. Ouais, on va pas revenir sur ce qu'on avait dit assez longuement dans la review du Battletop City of Sigmar. Ce spell est insane. Faut jouer sur un sorcier Elfenor pour avoir le plus de haut cast pour le passer à 6. Et faut jouer avec l'Umbral Spell Portal pour aller chercher ce qu'on veut. Et si vous le passiez sur une unité, elle est morte. Et aujourd'hui, il y a quand même pas beaucoup d'effets dans le jeu qui disent toi t'es mort. Et ça, c'est un sort qui dit toi t'es mort. À pratiquement n'importe quelle unité, à part Morati. Donc voilà, c'est très très fort. Très très fort. Yes. Ensuite, on va avoir le destrier d'ombre qui va avoir une valeur de lancement de 6. S'il lance avec succès, jusqu'à votre prochaine phase de héros, le lanceur peut voler et a une caractéristique de mouvement de 16. Mine de rien, c'est très bien aussi parce que ça permet à des petits persos sorciers de se replacer. Ça permet de voler les objectifs que t'as dit et ça me paraît très bien. Ensuite, on va voir Puits des Ténèbres qui va avoir un lancement à 7. Si lance avec succès, choisissez une unité ennemie à 18 pouces ou moins visible du lanceur, puis jetez 2d6. Si le jet est supérieur à la caractéristique de mouvement de l'unité, elle subit autant de blessures mortelles que la différence entre le jet et sa caractéristique. Bah mine de rien, sur des armées qui sont un peu lentes, type Caradron, Fire Slayer, Ossiarch, c'est-à-dire quand même des armées qui sont assez représentées. Ah, tu fais 3 BM stats. En stats, tu fais 3 BM. Donc franchement, c'est le moins bon des sorts du domaine et il est très correct. Il donne un peu la valeur du reste. Mais Yes. franchement, ça se prend. Ensuite, on va avoir le 6, le Dague de l'ombre, qui va avoir une valeur de lancement de 7. Si lancé avec succès, choisissez unité ennemie à 9 pouces ou moins visible du lanceur. L'unité subit des blessures mortelles. Je sais pas si tu te rappelles de celui-là, tu te l'étais pris avec moi sur un tournoi en doublette à P12. Tu t'étais fait assassiner ton Rune Phaser tour 1 en prenant 6 BM cash à travers un portail. Ouais. Bah voilà, bah c'est ce genre d'effet que le sort permet de faire. En fait, c'est un sniping à décis mortel sur n'importe lequel de vos personnages, combiné encore une fois avec un nombre spell portal que je pense que vous prendrez systématiquement. Il était déjà très bon en Unveiled, il est encore meilleur ici. Franchement, c'est un très bon spell. On a fait le tour de l'ensemble des règles qui vont permettre justement de jouer les elfes noirs. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu penses qu'en fait les elfes noirs, grâce à ce détachement, ne vont pas être que sauvés, mais au contraire se positionner comme une putain de bonne armée? Franchement, c'est encore un tout petit peu tôt pour se prononcer réellement. Je pense qu'on en parlera plus quand on fera le live jeudi de la semaine prochaine, mais de première lecture, ça a quand même l'air très fort. C'est-à-dire Anvilguard, il y a des gens qui ont testé Anvilguard juste parce que son domaine de magie était exceptionnel, sachant que toutes les règles à côté étaient mauvaises. Là, tu gardes un domaine de magie qui est encore meilleur parce qu'il est enrichi de 3 autres bons spells qui viennent de Daughter of Cain, et tu rajoutes une relique qui est bonne, un trait de co qui est correct, et des règles globales d'armée qui sont vraiment bien, avec en plus de ça la possibilité de t'allier avec des Daughter of Cain. Franchement, que demande le peuple? Je pense que ça va créer un build de liste qui va vraiment être très très bon. Sachant que quand on voit ce que font les Dark Shards en Tempest Eye, c'est-à-dire vraiment un bon travail, je pense qu'ils sont encore meilleurs ici, en termes de létalité, en termes de fait qu'ils peuvent faire sauter la sauvegarde de l'adversaire. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que c'est une des premières listes que je vais tester.
Et il y a plein de choses à faire en essayant de tenter de rentrer Moratti, de rentrer des Sisters, de rentrer ce genre de choses. C'est vraiment très sympa. Yes. Ça n'a rien à voir, mais c'est un prince démon que t'as en photo derrière toi. Oui, c'est un prince démon du chaos, mon gars, le vampireur. On a fait le tour des Daughters of Cain, on a fait le tour de City of Sigmar, on s'attaque maintenant au Golden Boy, à savoir les Stormcast Eternal. On va découvrir ensemble 4 bataillons, enfin 3 bataillons et un méga bataillon. Mais déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur le nouveau trait de bataille Fort de l'Orage? Alors en fait, en termes de fluff, ça a été dit depuis le début que les Stormcast, quand ils libéraient des terres, ils créaient un fort de l'orage et que les cités de Sigmar en fait se créaient autour de ces forts de l'orage. Donc cette nouvelle allégeance, c'est pas une sous-allégeance, c'est ça que j'ai eu du mal à comprendre au début. En fait, c'est une nouvelle allégeance qui remplace les allégeances globales des Stormcast. C'est-à-dire que vous n'avez plus, par exemple, la possibilité de FEP avec la moitié de votre armée, vous n'avez plus le -1 pour toucher le tour où vous arrivez, vous n'avez plus tout ça. À côté de ça, vous avez une toute nouvelle sous-allégeance qui est assez particulière parce qu'elle vous permet, je te vois, elle vous permet de continuer à prendre des chambres Stormcast, Anvil of the Elden Hammer, Hammer of Sigmar, etc. Et elle vous permet de prendre des auxiliaires mortels, donc une unité sur 4, pour faire en fait l'inverse de City of Sigmar, c'est-à-dire de prendre des unités City of Sigmar dans une armée de Stormcast avec un ratio de 1 sur 4 et plus un ratio de 25% d'alliés. Elles permettent à ces unités de mortels d'être considérées comme des Stormcast éternels quand ils bénéficient d'aptitudes de commandement. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est monstrueux. Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir les faire charger avec une gaffe bombe, qui va toucher par exemple les Hammer of Sigmar. On va pouvoir les faire tirer 2 fois parce que c'est l'aptitude des Anvil of the Elden Hammer. Et en fait, ça ne marche pas, parce que seuls les Stormcast, qui sont réellement Stormcast, peuvent avoir leur mot-clé de chambre. Donc en fait, il n'y a que vos Stormcast qui vont être Hammer of Sigmar, il n'y a que vos Stormcast qui vont être Anvil of the Elden Hammer. Vos unités auxiliaires mortelles seront comme des Stormcast que pour les aptitudes de co des Stormcast. Donc je me suis précipité sur le BT Stormcast, j'ai regardé toutes leurs aptitudes de co, il y en a franchement aucune qui donne envie de construire quelque chose autour de ça, à part des immunes braverie en boucle. Voilà, donc vous allez avoir des zones d'immunes braverie à 18, par exemple dans l'ordre Ordinator, ou alors dans l'ordre Célestant sur Star Drake, vous allez avoir des bonus pour lancer les sorts. Dans l'ordre Célestant sur Dracode, vous allez avoir une bulle d'immunité à 24 en braverie. À part ça, très honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de combos. Donc est-ce qu'ils vont clarifier le fait que les unités mortelles auxiliaires vont compter par exemple comme des Anvil of the Elden Hammer et comme c'est des Stormcast pour le bénéfice d'une aptitude de commandement vont pouvoir double tirer, auquel cas le discours sera pas du tout le même parce que là ce sera insane. Sinon très honnêtement en soi c'est pas terrible. Après les autres règles de ça, c'est de vous dire que quand vous avez des libérateurs qui sont les parangons en fait de la défense des Stormcast et qui décident de s'ancrer dans le sol, les autres autour ont plus en braverie, ça c'est assez anecdotique. Par contre les libérateurs, ils récupèrent des bonus pour toucher et en sauvegarde. Donc là, pour le coup, ça devient vraiment des gros tons de tanking. Ça redonne un peu de lettres de noblesse aux libérateurs, qu'on voit quasiment plus du tout dans les armées Stormcast, alors que c'était leur ligne initiale de base. Donc je suis assez sceptique sur cette allégeance-là, parce que perdre la possibilité de faire faible la moitié de son armée pour pouvoir inclure une unité sur 4 de mortels sans quasiment leur filer aucun bonus intéressant à cause de cette histoire de mots-clés qui ne combinent pas ensemble, j'ai du mal à comprendre là où ils ont voulu en venir, parce que l'allégeance globale me paraît quand même très faible, et les bataillons qui sont derrière sont pas fous. Donc pour les Stormcast, c'est un tout petit peu triste. Maintenant, je mets quand même une gros guillemets sur ce que je viens de dire, parce que j'attends vraiment de savoir comment va être roule Auxiliary Mortel avec le fait de prendre une chambre à côté. Comme on le lit là, ça fonctionne pas. Si un jour ça fonctionne, on en reparlera, ce sera plus tout la même chose. Yes, ensuite, juste à côté, on va avoir les bataillons, mais ils sont pas spécialement folichons. On va avoir le gardien du fort qui va coûter 160, on va le garnison de la tour de l'orage qui va en coûter 140, et on va la patrouille du fort de l'orage qui va en coûter, elle, 130. Je vous les laisse afficher ici, mais honnêtement, rien de Non, folichon, quoi. ouais, à première vue, il n'y a rien de dingue, sachant que le Battletome Stormcast a plus de Warscroll bataillon que les 3/4 des autres Battletome du jeu n'ont d'entrée tout court. Voilà. Je vois pas pourquoi ils avaient besoin qu'on leur en rajoute 3 ou 4, qui t'apportent pas réellement de nouveauté au niveau des chambres. T'as un méga bataillon qui est injouable, enfin, il doit coûter pas loin de 4000 points. La garde noire, à la rigueur, est un petit peu rigolote, parce que ça permet de faire FEP tout un tas de tireurs, avec les griffons d'autour, pour que si l'adversaire te refep dessus, tes tireurs peuvent lui redégeler la tête. C'est mignon. Voilà, maintenant, c'est des unités, les castigators, c'est pas fou en soi. Les judicators, c'est très correct, c'était déjà joué. C'est pas ce bataillon qui va les rendre plus jouables qu'ils ne l'étaient déjà. Ça a le mérite d'exister, encore une fois, on se retrouve avec un seigneur véritable qui est quand même clairement pas la meilleure rentrée des Stormcast. Nommé en plus, donc on peut pas lui donner d'artefact, il a un trait de co qui est imposé, qui est correct sans plus. C'est une tentative,
pour lier en fait ce bataillon au fluff global. C'est pas exceptionnel. On enchaîne ensuite avec la pépite maritime, puisque on arrive dans la partie Hidden and Deakin, et c'est ni plus ni moins que des règles en plus de ce qu'on avait avant, puisque directement sur cette page, on va découvrir ensemble des traits pour justement les montures des rois et aussi justement pour les léviadons. Qu'est-ce que tu penses toi de tout ce qu'on va découvrir ici pour les idounettes? Que c'est extrêmement fort. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un bataillon qui est correct, sans plus. Ils ont 4 refontes de War Scroll qui sont exceptionnelles, les 4. Les 4, ils ont énormément gagné. Et ils ont en plus des traits de monture cadeaux, donc classique les traits de monture, hein, vous pouvez en prendre un pour un Deepmere, donc la monture des Achillean King. Vous pouvez en prendre un pour un Léviadon. Si vous avez un bataillon, vous pouvez à nouveau en prendre. Vous ne pouvez pas les stacker. Sachant que, à la fois pour le Deepmere et à la fois pour le Léviadon, il y en a 2 qui sont golden. Donc franchement, c'est juste un bonus gratos. Les idonnettes sont, encore une fois, je me répète, mais les grands gagnants de ce Broken Realm-là. Et très franchement, ça fait plaisir dans le sens où c'est quand même une des armées qui menaçait le plus les armées de tir du top méta. Et là, je pense que comme eux viennent de prendre un gros up, et que logiquement, s'il y a une fac au mois de décembre, les grosses armées vont se prendre un méga nerf, je pense que ça peut profondément changer le méta, ce qui est pas une mauvaise chose, parce que ça fait 6 mois que je me cache pas du fait que je suis pas fan du méta actuel. Et pour nos amis d'Honnête, qui sont quand même en plus une armée extrêmement jolie en termes de modélisme, souvent très bien peinte et assez jouée, on voit souvent 5 ou 6 idonnettes à chaque tournoi où on va, franchement c'est que du positif. Yes, on va découvrir ensemble donc les nouveaux traits de monture. Elles sont au nombre de 3. La première, c'est empaleur à aileron. Si le jet pour la corne de Deepmere de cette figurine est 6, l'unité ennemie la plus proche subit des 6 blessures mortelles au lieu de D3. Donc on rappelle, quand il finit un mouvement de charge à un pouce d'unité, il jette un dé. Sur 2+, il fait D3 mortels. Là, si vous faites 6, vous en faites D6. C'est gadget, mais encore une fois, c'est gratuit, pourquoi pas. Après, il y a mieux. Après, il faut quand même imaginer que les idonnettes ne chargent pas que T3. En tout cas, ce genre de figurine peut potentiellement arriver en FEP ou on va dire charger des petites unités de ses fonds de cours ou quoi. Donc, tu peux charger 2 ou 3 fois par game, surtout en late game puisque tu vas avoir le désengagement et recharge. Donc, à la limite, tu peux potentiellement faire ce 6. Ouais, et ce qui est très sympa, tu vois, c'est que tu viens de parler du T3 Idonette. C'est vrai que c'est le grand classique, le T3 Idonette, ça fait très longtemps qu'ils sont tournés autour du fait de jouer au T3. Tous les buffs qu'ils vont prendre dans ce bouquin-là fait que ça va un peu changer parce que maintenant ils peuvent vraiment te menacer et au corps à corps et au tir avant le T3. Donc c'est un changement aussi en profondeur de leur gameplay qui fait qu'on verra aussi peut-être revoir des listes qu'on appelle reverse, t'inverses la marée. Franchement, il y a beaucoup de bonnes choses pour l'Idonette. Pour qu'en fait la marée T3 arrive T2. C'est ça. Ensuite, au niveau du deuxième trait, ça va être férocité sauvage, ajouté à la caractéristique d'attaque, de la gueule garnie de crocs et serre de cette figurine, et de ses queues fouetteuses. Bon bah c'est 2 attaques en plus sur la Killian King, qui est déjà une brute de close. Donc on lui rajoute une attaque sur son attaque qui est à 3+3+, pas de reine dégâts 2, et une attaque sur celle qui est à 3+3+, reine -1 dégâts 1. Donc c'est du tout bon à prendre. Je crois que celui d'après est encore meilleur. Celui d'après fait tout simplement soustrait un jet de touche pour les attaques des figurines ennemies qui sont à 3 pouces ou moins de celle-ci. Franchement, c'est pas mauvais. Le -1 pourra être touché. Déjà, au tir, on va jamais tuer ton Killian King parce que soit c'est lui qui porte le nuage et tu lui tireras pas dessus, soit il sera caché derrière, par exemple, au hasard, des Ishlaen, qui fait que tu pourras pas leur tirer dessus non plus. Donc au tir, il est pas menacé, et au corps à corps, t'as -1 pour le toucher. Le PPR, il commence à être vraiment très bien, sachant qu'en plus, il a baissé un point lors du dernier manuel du général. Ça commence à être un très 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 bon chasseur. Pour clôturer sur les traits de monture justement des Achillean King, on précise aussi que les personnages nommés ont le droit justement d'en avoir un, puisque eux, ils en ont pas, donc pour le coup ils ont le droit d'aller en prendre une justement générique. Ensuite on passe aussi à une nouvelle fucking pépite, ça va être les traits de Léviadon. Très rapido, je vais lire le premier, ça va être ancien. Si l'arme utilisée par une attaque qui cible cette figurine a une caractéristique de perforation de -1 remplacée par rien du tout. Bon, bah ça c'est insane. Alors pour bien comprendre pourquoi c'est fort à ce point-là, il faut rapidement, on va y revenir en détail après, rapidement passer sur le profil du Léviadon et voir que maintenant, au lieu d'avoir une sauvegarde à 3+, il a une sauvegarde à étoile. Et qu'est-ce que ça veut dire, me direz-vous? Que sa sauvegarde à étoile commence à 2+. En fait, le gars, il a gagné 1 en sauvegarde sur son premier palier, mais avant son palier dégressif, c'était 0,3, maintenant c'est 0,8. Donc autant vous dire que sa sauvegarde à 2+, il va la garder longtemps. Et donc, il vient de passer de sauvegarde à 3 à sauvegarde à 2+, ignore la reine -1. Bon, ça tombe bien, c'est censé être un énorme tank, ça l'est. C'est-à-dire que maintenant, tu as un Léviadon, ça va devenir très dur. Et comme à côté de ça, il a gagné en points. offensive, en déplacement, en buff et 30 points, ça devient une entrée exceptionnelle. Voilà. Donc celui-là, c'est clairement le meilleur. Les autres sont bien, mais comme vous ne pouvez pas prendre plusieurs fois le même trait, donc si vous avez 2 Léviadons, ce qui devient très intéressant aujourd'hui de rentrer 2 Léviadons dans une liste,
notamment Briomdar par exemple, on peut rentrer les deux dans un seul Warscroll bataillon, et que du coup vous avez le Warscroll bataillon qui vous permet d'en prendre un autre, vous ne pourrez pas avoir vos deux Léviathons en 2+, ignore la reine -1, vous n'en aurez qu'un. Bah, l'autre il prendra ce qui est juste en dessous. Ensuite, pour découvrir aussi les autres justement traits de Léviadon, on va avoir la carapace résonante qui fait la portée de l'aptitude tambour du néant de cette figurine passe de 12 à 15 pouces. On y viendra, mais cette aptitude a aussi changé. Historiquement, c'était d'être à couvert et maintenant qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle fait la même chose mais avec un wording différent, c'est-à-dire que maintenant elle vous donne plus en sauvegarde. Ce qui veut dire que vous pouvez combiner les deux. Donc c'est-à-dire qu'au tour 1, les idonnettes où toute l'armée est à couvert, donc ont en plus 1 en sauvegarde, tous ceux qui ne sont pas monsters, parce qu'ils sont à couvert, et ceux qui sont à portée du Léviadon, donc à 12, ont encore plus 1. Ce qui veut dire que par exemple, les Ishlaen Guard, on rappelle qu'ils ignorent la reine, sont à 2+. Tranquille. On continue ensuite avec l'Akelian Alopex, le requin. Ce qui est rigolo, c'est que c'était une figurine qui a été complètement boudée parce qu'elle était beaucoup trop chère. Et 2 manuels généraux successifs, elle a vu son coût en points, mais quasiment divisé par 2. Là, il y a une refonte du Warscroll. Qu'est-ce que tu peux nous dire? En fait, t'as raison, il a commencé à 140, après il est passé à 120, après il est passé à 100, donc il est très correct pour 100 points. Puis Game s'est dit non, c'est quand même pas assez fort. En fait, on va lui rajouter 10 points et on va le EP partout. Alors déjà, il a 14 de move, donc il est super rapide. Un truc intéressant à aller regarder, c'est que dans les mots-clés, il est plus monster. Donc maintenant, ça veut dire qu'il bénéficie du couvert. Donc votre requin, qui il y a 2 semaines était en save à 4, maintenant il est en save à 2. Parce qu'il bénéficie du couvert, et le Léviadon lui rajoute plus en sauvegarde. Donc vous avez des requins save à 2, autant dire qu'avec 8 PV, ça va être très compliqué à tomber. Ensuite, on regarde ses tirs. Alors, il a gagné un tir. Donc ça, le Léviadon, c'est pareil. Le Léviadon a gagné 2 tirs, les requins en ont gagné un. Mine de rien, comme on va jouer beaucoup de requins, ça commence à saturer. Surtout qu'en plus, ils ont gagné moins 1 en perforation sur leurs tirs. Je sais pas pourquoi. Et mine de rien, maintenant, les requins, à 4 tirs, à 24 pouces de portée, en 3+, 3+, reine -1, ça devient une menace au tir. Donc franchement, ça c'est très fort. Et à côté de ça, ils ont un deuxième mode de tir, qui fait que si vous arrivez à blesser une figurine avec ce tir-là, l'unité de la figurine ne peut plus pile-in. Alors ça, en termes de jeu, c'est énorme. Parce que votre gros pack adverse, vous allez charger 2 flancs avec un requin qui aura réussi à passer son tir avant, le pack bougera pas. Il ne pile-inera pas. Donc pour faire des prises de coin, des charges de flanc, ralentir l'adversaire, c'est très très fort. À côté de ça, le requin a perdu un profil d'attaque. En fait, les gars qui étaient dessus ont fusionné avec les nageoires. Donc ça, c'est un petit nerf parce qu'il a perdu ses attaques reine -1. Par contre, sa morsure, où vous aviez une attaque 3+, 3+, reine -2, dégâts 3, elle est passée dégâts 2. Par contre, au lieu d'avoir une attaque, vous en avez 3. Donc c'est littéralement 2 fois meilleur en termes de dégâts. Et sa règle de prédateur fait qu'avant, il pouvait relancer ses charges, très peu utile, parce que vous aviez déjà plein de bonus et vous aviez des charges à +3 ou ce genre de choses, donc vous n'avez pas forcément souvent besoin de les relancer. Là maintenant, il gagne encore une attaque. C'est-à-dire que le gars vous met 2 bases sans aucun buff d'Akelian King, 10 attaques, dont 4 en 3+, 3+, reine -2, dégâts 2. On se rappelle que c'est des attaques de monture, donc en Fuetan, il va relancer les 1 pour blesser. C'est des Akelian, donc aux alentours d'un King, ils vont relancer les 1 pour toucher, et qui peuvent encore avoir un +1 pour blesser qu'on va arriver derrière. Donc le requin est devenu une bombe, c'est-à-dire qu'il fait encore plus mal qu'il faisait avant. Seulement maintenant, il vous menace aussi au tir. Il a un mode de tir qui vous permet un trick qui est très fort, qui vous empêche de pile-in. C'est quand même en termes de jeu vraiment très bon. Et en plus de ça, il a doublé littéralement son tanking en passant de save à 4 à save à 2, au moins au tour 1. C'est-à-dire le tour où c'est vraiment impactant parce qu'après il est sur vous. Pour 10 points de plus, moi j'aimerais bien qu'il fasse ça sur certaines autres armées. Hein. Très honnêtement, je te ça sens donne très enthousiaste par rapport à cette armée parce que tu l'aimes et que tu as beaucoup de joueurs autour de toi qui la jouent. Est-ce que tu penses pas qu'il y a trop de mécanismes débiles à faire avec des charges en coin, qui est quand même un mouvement très facile à faire quand toute ton armée elle bouge de 14 ou 16, va juste être un moteur de frustration énorme et est donc complètement con? Potentiellement, oui. Là, je te cache pas qu'ils ont quand même reçu tellement de bonus que oui, les 2 joueurs idonnettes de mon équipe, je pense que quand ils vont découvrir ces règles-là, ils vont sauter de joie en l'air, hein, parce que très honnêtement, les requins sont devenus très très forts. Tu sens vraiment, ça c'est le coup classique, un peu ce qui est arrivé sur les Medusae de Torrentken. En fait, Games avait vendu des Morsards, des Ishlaen, ce genre de choses. Les figurines les moins vues sur table, surtout dans les tournois américains, c'était les 2 Eidolons, à raison, les Alopex et les Léviadons, alors que nous en France on les joue quand même un peu plus. Bah là ils ont buffé les 4 et maintenant c'est vraiment très fort. Après, très honnêtement, si ça casse la bouche des armées de tir non interactifs, moi franchement c'est
Mais totalement justement, pour moi, non le problème, c'est que objectif comme ça. c'est pas le problème des armées, enfin des armées non interactives. C'est le problème de se dire que tu bouges de 14, le reste de ton armée, il bouge de 16, il peut advance ses charges à partir du tour 2. Et le truc, c'est que bah, quand tu bouges autant, tu peux faire des charges en coin. Le simple Ouais. fait, quand il y a un cordon, et encore, on parle même pas d'un grand cordon, on parlera d'un cordon qui fait à peu près la taille de ce bouquin. Mec, tu charges ici, avec tes murènes, tu charges là, il y a que deux figurines qui tapent. Je trouve ça complètement con, en fait, comme mécanisme, de ne pas autoriser l'autre pipeline. Je rappelle que le seul garde-fou, ça sera de toucher avec le filet, donc de toucher avec un tir qui touche à 3. C'est pas non Relance les 1 plus, en plus la plupart du temps. sans être méchant, faut pas avoir fait Saint-Cyr pour empêcher l'autre de bouger, et je trouve que c'est un petit Non. peu trop fort. Bah, c'est très fort, en fait, ça va obliger l'adversaire à jouer extrêmement paquet. On va enchaîner pour pas non plus trop justement polémiquer sur ce genre de mécanisme, mais pour moi on est pile poil dans justement la faille de ces suppléments qui sortent, c'est qu'il y a des règles comme ça qui viennent casser un jeu. Sur cette vague d'aigritude, mais je pense d'objectivité, on va passer justement aux deux Eidolons. On va commencer par celui de la tempête qui vaut 330 points. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce mec et ce qui a changé? Bah, c'est très bien, en fait, sur les deux Eidolons de manière globale, ils ont vraiment beaucoup baissé en points. Ils étaient à 400, à 380, sachant qu'il ne faut pas oublier que l'Eidolon de magie, par exemple, donc l'aspect de la mer, a commencé sa carrière à 440, donc il vaut 110 points de moins de ce qu'il valait au début. À côté de ça, il y a quand même globalement peu de changements sur leurs War Scroll respectifs. Les deux ont gagné un Feel No Pain à 5. Bon, bah, c'est quand même 33% de tanking en plus quand tu perds entre 60 et 80 points, c'est quand même très correct. Et à côté de ça, les Dolons de Matlan, lui, c'est celui qui a le plus de changements, donc l'aspect de la tempête. Déjà, il a gagné une attaque sur sa lance, sachant que c'est quand même une arme qui, quand il charge, augmente ses attaques et ses dégâts. Donc le fait d'avoir gagné une attaque, c'est que le mec va vous mettre 4 attaques, 5 attaques en charge, à dégâts flat 3, il tape vraiment très fort. Il a toujours les règles d'avant, c'est-à-dire désengagement en charge, et la possibilité de se healer quand il charge. Donc jusqu'à présent, c'est que du bon. Et à côté de ça, lui, son bonus global a changé. C'est-à-dire qu'avant, il était en reroll des 1 pour blesser autour de lui. Maintenant, il est en plus 1 pour blesser. C'est beaucoup plus fort. Et ça combote vachement mieux avec Fuetan, qui relançait déjà naturellement les 1 sur les montures. Donc quand on repense à nos petits requins de tout à l'heure, qui blessaient à 3, maintenant, ils blessent à 2 en relance des 1 sur leurs morsures, ou à 2 sur le reste de leurs attaques. Et à noter aussi que c'est pas uniquement pour le corps à corps. Vous pouvez relancer, avoir plus 1 pour blesser au tir. Ce qui veut dire que tous vos petits tirs, 4 par requin, 8 par léviadon, les rivers, ce genre de choses, qui blessaient à 3, non seulement ils sont passés à moins 1, mais en plus ils blessent à 2 maintenant. Donc très franchement, lui, on le voyait jamais, ce qui est dommage parce que la figurine est magnifique. Là, il est cohérent avec son coup en point et vraiment très correct. L'autre, je suis un peu plus mitigé parce qu'il n'a rien gagné en termes de règles. C'est toujours un bon mage. Il a gagné son Feel No Pain à 5, mais comme l'aspect de la tempête. À côté de ça, il va buffer le moral des unités alliées à côté de lui. Je pense pas que ce soit réellement nécessaire, parce que même les Thrall, on a envie de les jouer en effectif minimum, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être plus nombreux, parce que socle de 32, un pouce de range, ils peuvent pas taper sur deux rangs. Donc c'est quand même assez compliqué Et en d'en match jouer des miroir, ils peuvent pas Pylin. Allez, salut. C'est moche. Ok, donc voilà, globalement, l'aspect de la mer est cohérent par rapport à son coup en point. Je le trouve toujours pas forcément extrêmement utile, sachant que le domaine de magie des Idonettes est correct sans plus. Par contre, l'aspect de la tempête devient un très sérieux concurrent au King. Il vaut 100, enfin, pour moins de 100 points d'écart. Très honnêtement, il apporte aussi beaucoup de choses et son bonus pour blesser est vraiment très fort. Donc, je pense que c'est une figurine qu'on va revoir sur les tables. Et vu la beauté du modèle, franchement, tant mieux. Ensuite, on va passer à Papa Akelian Léviadon, qui lui vaut 340 points. Donc il a pris 30 points. À côté de ça, il a pris quasiment que des ups. On reviendra juste sur la petite différence de sa morsure. Donc déjà, il a plus un mouvement qui est dégressif. C'est-à-dire qu'il va continuer à rester très mobile tout au long de la partie. C'est quand même vraiment très bien. Il a gagné son petit 2+ en sauvegarde. Son tableau dégressif a été modifié pour que son premier palier, comme j'ai dit tout à l'heure, soit 0,8 et plus 0,3. Donc ça 2+, il va la garder tout le temps. Avec son trait de monture, il va ignorer le RAM -1, donc c'est un tank monstrueux. Sur sa ligne de tir, il a gagné 2 tirs. Il a aussi gagné le fait que, comme les requins, il est passé à reine -1. Donc on passe de 6 tirs sans reine à 8 tirs avec une reine. Bon, bah, c'est sympa, hein. Ses nageoires ont été buffées. C'est-à-dire qu'elles ont un tableau dégressif, mais elles commençaient avant à flat 3. Maintenant, elles commencent à flat 4. Donc, littéralement, 25% de dégâts en plus. Sur sa morsure, il y a eu un changement. C'est-à-dire que sa morsure, avant, fonctionnait comme le râtelier d'armes du Terrorgeist. Ça tapait globalement fort, à D6 dégâts. Et si vous faisiez un 6 pour blesser, c'était 6 blessures mortelles directes. Ils ont un peu diminué ça, c'est-à-dire que maintenant elle est D3 dégâts, et si vous faites un 6 pour blesser, vous faites 3 blessures mortelles. Par contre, au lieu d'avoir une attaque, il en a 3.
Donc globalement, elle fait quand même plus mal, mais vous avez moins le craquage du 6 explosif. À noter quand même que si vous tapez un monstre et que vous faites 6, vous faites toujours votre 6 blessures mortelles. Bah, globalement, il n'y a que des buffs, et évidemment, l'aptitude la plus forte, c'est son tambour, qui ne donne plus le couvert, mais qui donne maintenant plus en sauvegarde. Donc c'est absolument monstrueux, parce que les deux vont se cumuler au tour 1 et au tour 5, parce que quand la marée redescend, vous avez à nouveau le couvert. Donc plus 2 en sauvegarde. Je suis obligé de dire qu'après avoir râlé sur Petrifex, quand même que je dise un truc sur ce truc-là, parce que c'est quand même vraiment super fort. Notamment avec des unités qui ignorent la reine, comme les Ishline Guard, qui deviennent quasiment indestructibles maintenant, à part à la blessure mortelle. Et à côté de ça, ils se prennent même le petit bonus de donner plus 1 pour toucher aux Namarti qui sont à côté. Donc en fait, les Thralls qui n'ont pas du tout été modifiés, entre guillemets, par ces changements d'Idonet, gagnent plus 1 pour toucher grâce au Léviadon et plus 1 pour blesser grâce à l'aspect de la tempête. Donc vous vous retrouvez avec des Thralls à 2 plus pour toucher, 2 plus pour blesser, Ran moins 1, franchement, je pense que rien que ça dérange. Ouais, enfin, pour le Donc coup, pour très Impact, honnêtement, ça te revient à 1000 points quand même, parce que t'as le Léviadon et t'as les Dolo à côté, quoi. ouais, mais à côté de ça, tu peux peut-être par exemple rentrer le bataillon Thrall qu'on n'a jamais vu, là, La partie Corp. le Narmati Corp, tout à fait, où tes unités de Thrall classiques vont te mettre 20 pains en moyenne à 2 plus, pour 100 points. 110 points. Franchement, c'est correct. Hein. Ouais, complètement, ouais. Enfin, en fait, donc ça permet encore une fois de sauver une unité et d'aller la chercher avec en plus une armée qui a une gueule folle. Ça, honnêtement, tant que tu peux pas élite, moi je dis rien, tu sais. C'est la règle du piling qui est vraiment la seule règle, ta gueule les règles qu'ils ont, Non, mais ta gueule ton pote aussi, ta gueule le jeu. Enfin, franchement, et bah tu mets pas de harpon. Et puis voilà. Mais à côté de ça, bon, le Léviadon a un énorme bonus, hein, parce que globalement, il tape plus c'est fort, très il bien tente ça, ouais. encore une fois beaucoup plus. On en voyait uniquement dans les listes combo qui étaient basées sur la Kellyan Corp, parce que c'était une taxe qu'il fallait jouer. Il faisait le boulot, mais on le considérait comme une semi-taxe, on va dire. Maintenant, on va le rentrer parce qu'il est vraiment très très bon. Donc franchement, tant mieux, la figue est ouf. Donc. Yes. On passe ensuite justement au bataillon chasseur de la vague de 100 qui lui vaut 120 points, permet et oblige à jouer justement un Akkadian King qui devient entre guillemets le personnage de Nemetar, sous-entendu le personnage du fluff, et une à deux unités d'Akkadian à l'Opex. Et on va gagner comme aptitude Gardien Fatal, ajouter un au jet de touche pour les attaques des armes du crochet d'Outland des unités d'Alopex de ce bataillon qui sont entièrement à 12 pouces ou moins d'un Akkadian King. En outre, jeter un dé aussi avant donner une blessure ou blessure mortelle à l'Akkadian King de ce bataillon s'il est à 3 pouces ou moins d'un petit requin et sur 2+, la blessure partira sur l'Alopex. Et aussi comme taxe, le trait de commandement, puisque si Nemetar est votre seigneur de guerre, alors il aura l'obligation d'aller prendre le trait de seigneur de guerre, seigneur des tempêtes et de la mer dans le Battle Tome Idonet. Et surtout, de passer en Yonrak. Et en fait, c'est ça qui fait mal à ce War Scroll, qui est très correct parce que 120 points, bonne aptitude parce que mine de rien, avoir des requins garde du corps pour votre Akkadian King, c'était très bien. Il devenait vraiment indestructible, Akkadian King. Bonne composition également, parce que ça permettait de rentrer des unités d'Alopex, et on vient de voir que c'est extrêmement fort. Mais on a envie de jouer tout ça en Fuetan. Et être obligé de jouer ça en Yonrak, quand on se rappelle que le seul intérêt, entre guillemets, de jouer Yonrak, c'est le trait de commandement de Yonrak qui permet à vos alliés de bénéficier de la marée, là, ça vous squeeze le trait de commandement. Qu'en fait, ça vous ruine votre sous-allégeance. Il vous restera que votre plus 1 pour lancer et dissiper les sorts. Je pense que c'est quand même très cher payé de perdre une sous-allégeance complète en dehors du bonus au lancement et à la dissipation, juste entre guillemets pour aller chercher ce bataillon-là. Et je pense qu'ils l'ont fait exprès. Parce que si t'avais pas ça, ou que le gars avait été Fuetan, le bataillon aurait été vraiment très bon, pas très cher, avec une bonne composition, on l'aurait beaucoup vu. Voilà. Il est jouable dans une armée Yonrak, mais c'est un peu dommage, tu perds les règles de la sous-allégeance. Bon. À côté de ça, je pense que les honnêtes vont pas pleurer. Ils vont arrêter de remplir la mer d'océan de larmes salées, et je pense que c'est leurs adversaires qui vont pleurer un petit peu. Je Parce pense qu'ils vont vont continuer parce que c'est des pleureuses, ils vont vous forcer à rester dans leur lame puisque vous pourrez pas paline pour vous barrer. Mais globalement, ouais, très très gros up des idonettes sur 4 de leur War Scroll phare, sur à chaque fois 3 modèles de figurines avec un double kit dedans qui sont quand même très jolis, qu'on verra je pense beaucoup plus sur les tables pour une armée qui est assez populaire, qui est bien placée dans le méta aujourd'hui. Je pense qu'ils arrivent très clairement dans le haut du panier. On a fait le tour des gentils, on va ensuite passer aux méchants. Pareil, belle surprise d'avoir quand même du Slave to Darkness qui sont un petit peu les parents pauvres au niveau justement de leur sous-allégeance et de certaines règles. Là, on découvre Idolâtre avec un nouveau trait de bataille, disciple du sombre panthéon. Déjà, la première règle qu'on va avoir, c'est Béni du chaos, ajouter 1 au jet de prière pour les prêtres idolâtres. En outre, les unités de votre armée qui ont le mot-clé des prêtres ont aussi le rôle tactique leader. Bon, ça veut dire que vos War Shrines passent leur prière sur 2+, et deviennent des leaders. Pour la prise de points sur certains scénarios, ça compte si ce sont des leaders et pas des héros. Donc c'est vraiment pas mal.
Yes. Ensuite, on va avoir Panoplie de la ruine. Les unités cultistes idolâtres ont le rôle tactique ligne. En outre, quand vous faites un jet de charge pour une unité cultiste idolâtre, remplacez le dé le plus bas par un 6. Si le jet est un double, remplacez le dé par un 6. Ni plus ni moins que ce qu'ont les maraudeurs. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que ça transforme vos cultistes, c'est-à-dire toutes vos unités issues de Warcry, en maraudeurs. Sachant qu'on se rappelle qu'on a quand même, par exemple, les Untamed Beasts qui peuvent faire un mouvement d'avant-garde de 6 pouces au début de la bataille, ou les Iron Golems qui ont une save à 4 nativement relançable. C'était des unités qu'on avait décrites comme correctes, mais malheureusement pas avec la capacité de projection du maraudeur, et surtout qu'ils n'étaient pas des lignes. Là, juste pour ça, c'est ça qui rend cette allégeance jouable, en fait. Sinon, elle est globalement assez moyenne. Mais là, vous vous retrouvez avec des cultistes capables de se projeter et de charger aussi vite que des maraudeurs, ou capables de très bien tanker. Alors, ils peuvent toujours pas avoir de marque, ça reste la doléance principale pour les cultistes, mais ils sont beaucoup plus jouables grâce à ça qu'ils n'ont jamais été jusqu'à présent. Donc, encore une fois, ça permet aux 6 ou 7 bandes de Warcry, mais encore, il y en a une nouvelle qui vient de sortir récemment, là, les gars Sion of pyromanciens, Flame. Sion of Flame, voilà, ça rend toutes ces bandes beaucoup plus jouables en leur donnant une allégeance qui va avec eux et des prêtres pour mieux les buffer. Donc, globalement, c'est positif. Yes. Ce qui est assez intéressant, c'est quand tu regardes justement les grappes plastiques des Sion of Flame, tu commences à deviner que les grappes pourraient être réutilisées pour faire des grosses unités. C'est bien ça. Parce que franchement, tu peux les jouer sur des effectifs assez corrects. Le reste de l'allégeance, c'est pas fou. Vous avez une règle en fait qui vous permet de transformer un de vos chariots, donc soit un chariot normal, soit un Gorbis chariot, en seigneur. Alors vous prendrez toujours le Gorbis chariot et qui deviendra un champion. On se rappelle qu'avant, on pouvait avoir un champion que sur les chars à effectif maximum. Là, il restera tout seul, ça deviendra un champion, il deviendra un héros, il deviendra un seigneur. Donc il pourra lancer une prière sur une unité alignée à la même marque que lui. Donc malheureusement, ça marche pas sur les cultistes qu'on peut pas marquer. Mais globalement, vous le mettez par exemple en Nurgle, il pourra lancer la prière de Nurgle, donc les prières spéciales. Pas celle des Washrine, mais celle qu'il aura, avec encore une fois un +1 pour les lancer. Donc c'est quand même pas mal. Après, vous avez un bonus pour taper sur les prêtres d'en face. Il n'y en a pas énormément des prêtres, mais quand vous chopez un héros Séraphon, vous serez quand même bien content de le défoncer. Et après, vous avez une petite règle qui est assez rigolote, qui ressemble un peu à celle des géants, qui vous permet de casser les décors de faction de votre adversaire. S'il a peu de figurines autour du décor, vous jetez un dé en fonction du résultat du dé, vous allez pouvoir détruire ces règles de faction. Alors, excuse-moi, C'est ce que je assez trouve assez rigolo. stylé pour le coup, c'est que en termes de fluff, en gros, d'un côté, on avait vu justement un mec qui pétait le décor, lui tout simplement, en fait, c'est de la profanation, et en gros, il n'y a plus de croyance derrière dans ce lieu. C'est que j'ai trouvé ça assez sympa, en fait, si tu veux, d'avoir une règle Ouais. similaire, mais qui n'est pas apportée de la même manière pour le fluff. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc c'est des petits bonus, voilà, qui sont corrects globalement sur une allégeance qui est vraiment fait pour mettre en avant les cultistes. C'est-à-dire que dans Wrath of the Everchosen, on a vu des sous-allégeances aussi pour les Slaves to Darkness, notamment celle des Chevaliers du Trône Vacant qui mettaient vraiment en avant les Varangwar. Bah là, ils ont fait cela pour mettre en avant les cultistes, comme dans le bouquin de base de leur Battle Tome, vous en avez une pour mettre en avant les princes démons, une pour mettre en avant les sorciers, une pour mettre en avant les petits personnages héros. Donc c'est bien d'avoir ça. De façon assez rapide, je vais lire l'ensemble des traits de commandement des zélotes de la foi de la ruine. Le premier, ça va être renversé par la haine, ajouter 2 à la caractéristique de blessure de ce général. Sur un Warshrine, ça peut être pas mal. Yes, ensuite, Seigneur de la Terreur, soustrait 1 à la caractéristique de bravoure des unités ennemies tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins de ce général. Il y a une petite optique braverie bombe en Slave to Darkness, donc ça l'améliore légèrement, c'est pas fou. Favori du Panthéon, vous pouvez ajouter ou soustraire 2 au résultat déjà effectué sur le tableau de l'œil des dieux pour ce général. Ça vous permettra d'avoir un prince démon un peu moins aléatoirement, mais si vous en voulez vraiment un, payez-le dans votre liste dès le début, c'est quand même assez moyen, mais c'est fluff. Yes, ensuite on va avoir l'orateur enfiévré. Ce général peut prononcer 2 prières à sa face de héros au lieu de 1. Ça c'est très fort. C'est-à-dire que concrètement c'est le meilleur, et si vous jouez ça c'est pour jouer des prières, Tu autant en doubles, lancer tu deux. doubles juste l'utilisation d'un personnage quand même. Voilà, tout à fait, autant le prendre. Ensuite, on va avoir le fléau des fausses idoles. Une fois par phase de héros, ce général peut utiliser l'aptitude de profanation sans dépenser un point de commandement. Donc là, pour rappel, l'aptitude, c'était l'aptitude de Co qui permet justement de péter un décor. Ouais, est-ce qu'on n'aura jamais besoin de péter 2 décors dans la partie, sauf si on veut casser Au les 2 pire, bateaux. t'achètes un gargan à 500 points. Voilà, voilà, mais non. Tu payes ton point de co à 50. Ouais, carrément, ouais. Ensuite, on va avoir châtier le mécréant, ajouter 2 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de son général. Celui-là peut faire des surprises quand même. Celui-là peut faire des surprises si vous décidez de laisser de côté un peu le côté prêtre idolâtre et que vous prenez juste un gros ton de corps à corps, type Seigneur du Chaos sur Manticore qui tape très fort, bah avec ça il tape encore plus fort. Donc franchement pourquoi pas. Yes, ensuite on va passer justement aux prières idolâtres, seigneur idolâtre uniquement. La première, c'est les bienfaits de Corne. Au début de votre phase de héros, vous pouvez dire que cette figurine prononce cette prière. Si vous le faites, choisissez une unité idolâtre Corne entièrement à 12 pouces ou moins de cette figurine et faites un jet de prière en jetant un dé. Sur 1-2, la prière dans ton cul. Il faut le dire avec la voix. Sur 1-2, la prière dans ton cul. Et sur 3+, vous pourrez relancer les jets de touche pour les attaques d'armes de mêlée de l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase de héros.
Un très bon bonus. En plus, la prière, on aura plus un. Donc c'est fiable, c'est fiabilisé par la règle d'allégeance pour un très bon bonus de relance des touches. Très correct. À Yes. noter qu'il faut être corne et viser une unité qui est corne aussi. Ensuite, on va passer à la prière de Zinch. Si celle-ci passe, alors on va pouvoir choisir unité idolâtre Zinch ami entièrement à 12 pouces ou moins de cette figurine et faites un jet de prière en jetant un dé sur 1-2 dans ton cul. Sur 3+, vous pourrez lancer les jets de sauvegarde contre les attaques qui ciblent cette unité. C'est très fort aussi. En se rappelant qu'on peut en plus combiner les prières du Warshrine derrière, qui a des effets quand même qui sont légèrement différents, on peut se retrouver avec des unités vraiment très salement buffées. Donc c'est pas mal. Ensuite, on va passer à Nurgle, puisque là, on va pouvoir choisir si elle passe une unité amie à 12 pouces ou moins de celle-ci. Et sur 3+, vous pourrez relancer les jets de blessure pour les attaques d'armes de mêlée. Encore une fois, c'est assez classique. Je crois pour le coup que celle-là, c'est la même que celle du Warshrine, donc il y a un doublon qui est un peu dommage. Mais franchement, c'est propre. Yes. Et enfin, on va avoir celle de Slanesh, même principe, sur du 3+, on va pouvoir choisir une unité amie entièrement à 12 pouces, et là on pourra relancer les jets de charge. Bah, ça c'est bien, parce que de mémoire, les prières classiques qu'on avait en Slanesh étaient plutôt des immunes bravery. Donc là, c'est quand même pas mal d'avoir cet effet-là. Elles sont assez proches des prières du Warshrine, mais voilà, ça vous permet d'avoir un autre effet. Et encore une fois, on rappelle que c'est simplement votre Gorbis chariot qui s'est transformé en super seigneur idolâtre, qui a gagné tous les mots-clés de l'univers, et qui peut lancer ça. Donc pour le coup, c'est des bonus qui sont assez corrects. Vas-y. En plus, il me reste la dernière, celle du chaos universel, qui assez souvent, malheureusement, n'est pas la mienne. Yes, puisque elle, en gros, sur du 3+, on pourra choisir une figurine à 12 pouces ou moins du prêtre, et elle sera guérie de D3 PV perdus. Voilà, c'est clairement la moins bonne des 5. Et enfin, pour terminer justement cette review, on découvre le bataillon de Slave to Darkness qui vaut 140 points et qui induit de jouer un seigneur idolâtre avec une grande lame du chaos et d'un fouet, sous-entendu d'être sur un char, et de 2 unités de Gorbist Chariot, puisque les grandes lames du chaos auront une caractéristique d'attaque de 4 au lieu de D et une caractéristique de dégâts de D3 au lieu de 2. En outre, si le jet de touche non modifié pour une attaque de cette arme est 6, on infligera D3 blessures mortelles et la séquence d'attaque s'arrêtera. Ensuite, ça va débloquer aussi le trait de commandement discours grossier. Au début de la phase de combat, vous pouvez choisir une unité Slave to Darkness amie entièrement à 18 pouces ou moins de ce général. Ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques de cette unité jusqu'à la fin de la phase. Globalement, il y a un léger amélioration de votre seigneur idolâtre, qui est déjà lui-même une amélioration du Gorbis chariot. Après, c'est quand même, la composition n'est pas extraordinaire. Le Gorbis chariot, c'est pas la meilleure unité des Slave to Darkness, loin de là. Le Battle Tom vaut cher. Je sais même pas pourquoi le pauvre il passe en dégâts D3 alors qu'on le préférait quand il était en dégâts 2. Il est là pour dire, voilà, l'unité des Slave to Darkness qu'on a voulu mettre en avant, c'est le char et le cultiste. Le cultiste a eu l'allégeance, le char a eu le Warscroll bataillon. On est loin de ce qui a été fait pour les Alopex, par exemple. Donc, malheureusement, je pense que c'est pas ça qui fait qu'on verra beaucoup plus de Gorbis chariot dans les temps à venir. On a fait le tour, les Wargamers de Broken Realms, Moratti. Comme on le disait tout à l'heure déjà, une excellente surprise de ne pas avoir que des petits Deuterocaine, mais aussi justement des Idonettes, des Slave to Darkness, des City of Sigmar et pour l'instant, on va dire des gros guillemets sur des Stormcast. Toi, qu'est-ce que tu peux dire justement, rétrospectivement, de tout ce qu'on a vu sur cette review? Et bah, à part la règle du harpon qui t'en est toujours parmi sur les Alopex, et c'est vrai qu'il y avait quand même un chouïa game breaker, c'est quand même que du positif. Alors, pas tout le monde au même niveau, c'est-à-dire que les joueurs Slave to Darkness ils se sentiront moins bien après avoir eu le bouquin que les joueurs Itonet, mais globalement, ça apporte beaucoup de nouvelles manières de jouer nos armées, ça remet sur le devant de la scène des unités qu'on voyait jamais, c'est quand même cohérent, et encore une fois, à part ce harpon, il n'y a pas de gros craquage. Voilà. Même si le Léviadon, par exemple, a pris un vrai gros up, il n'y a rien qui nous semble aujourd'hui beaucoup trop fort. Il est évident que les Idonettes sont très très contents d'avoir récupéré ce qui est pratiquement pour eux un deuxième Battle Tom. Mais même en Daughter of Kain, où il n'y a rien qui a l'air transcendant, je vais avoir envie de reprendre mon Battle Tom, je vais avoir envie de refaire des listes, je vais avoir envie de tester des unités que j'ai pas vues, je vais retester des unités de Daughter of Kain dans l'allégeance Arcuronde, justement en City of Sigmar. En fait, je vais recommencer à faire des listes, je vais découvrir des nouvelles manières de jouer, et c'est vraiment ça que j'attends en supplément, encore une fois. Pour moi, c'est quand même très positif. Si c'est une série de suppléments et qu'il y en a d'autres, on espère que par exemple les Doomspike, les Skaven, ce genre de choses, vont être bien lotis aussi et que ça va pouvoir remettre les armées sur le devant de la scène. Il y en a qui n'ont pas besoin de l'être. Là, ils ont pris des armées qui n'étaient pas dans le top bêta, ils les ont reupées. D'accord, bah écoute, pas mieux, à part le harpon, franchement, c'est très très bon. Moi, je suis toujours très très réticent quand on a ce genre de suppléments qui viennent de nouveau s'ajouter à un Battle Top ou à un Codex en plus de tout, en termes d'argent, en termes de poids. Enfin voilà, je trouve qu'à chaque fois, c'est contraignant, même si là, c'est principalement appliqué sur des armées qui ont attendu très longtemps pour avoir une mise à jour justement au sein de cette V2
d'Age of Sigmar. Donc honnêtement, c'est quand même que du bon au niveau de la mise en page, c'est du top. Au niveau justement du fluff et des différents actes, je trouve qu'il y a un cheminement et que c'est rare et que c'est bien. Donc en tout cas, un grand merci à toi Pride, justement de m'avoir à distance aidé à faire la review de ce Broken Realms Morathi. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager si vous voulez continuer de supporter French Game Studio. Et n'hésitez pas à aller sur le Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit À plus, les Wargamers.